Bonjour. Le plan de sauvetage de Chypre, tel qu'il a été élaboré par l'Eurogroupe le week-end dernier, apparaît à bien des égards comme un objet économique sans précédent et comportant bien des mystères. Il est sans précédent, par exemple, de voir les clients des banques directement mis à contribution pour sauvegarder les finances publiques et contre leur gré évidemment. Alors Chypre est-elle vraiment un cas à part ou demain ce modèle chypriote pourra-t-il s'appliquer à d'autres pays? Question que nous poserons à nos deux invités d'aujourd'hui, Frédéric Lordon, économiste et entre autres blogueur sur le site du Monde diplomatique. Intermittent, il était bon de le préciser, mais un blogueur est toujours intermittent. Ça dépend de la constante de temps. Voilà. Olivier Berruyer, actuaire, animateur du site lescrises.fr et auteur l'an dernier d'un ouvrage intitulé « Les faits sont têtus » aux éditions des Arènes. Alors Sébastien Boller se penchera sur les mécanismes psychologiques de la panique bancaire, on saura tout sur la panique. Mais auparavant, peut-être avec vous, Anso, on va rappeler les derniers épisodes du feuilleton, on va dire depuis la mi-mars. Je vais vous rappeler d'abord un chiffre, 17 milliards, c'était le montant de l'aide demandée par Chypre à l'Union européenne pour l'aider à sauver ses banques qui étaient menacées de faillite. Et 17 milliards, non, répond l'Europe, c'est un peu le montant de votre PIB, ça fait beaucoup. Donc ce qu'on vous propose, c'est que vous trouvez 7 milliards. Et puis nous, notre côté, Union européenne, FMI et BCE, plus connu sous le nom de Troïka, on vous en prête 10 milliards contre 7. Allez-y les gars. Comment on les trouve ces 7 milliards? Eh bien c'est simple, le 15 mars dernier, l'Eurogroupe, qui est composé des ministres des Finances de la zone euro, se réunissent et décident d'une taxe sur tous les comptes bancaires chypriotes. Une taxe qui devait rapporter environ 6 milliards d'euros. Alors c'est une décision inédite qui a choqué la population chypriote et qui a choqué aussi le Parlement parce qu'il s'est prononcé contre ce plan de sauvetage, à l'unanimité d'ailleurs. Mais du coup, Chypre s'est retrouvé sommé de nous trouver un plan B. Un plan B qui a été enfin sorti du chapeau au forceps, nous ont dit les journaux, dans la nuit de dimanche à lundi. Et on regarde ce que le JT de France 2 en disait lundi soir. Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un accord à l'arraché cette nuit à Bruxelles. Chypre sauve sa place dans la zone euro mais doit sacrifier ses banques. Les actionnaires et les gros déposants paieront la facture. Est-ce vraiment la fin de la crise de l'euro? François Langlais nous répondra. Dans l'actualité également, la fin d'un psychodrame. Une fois encore, la zone euro a chancelé et une fois encore, la zone euro a maintenu son unité. Chypre ne sera pas exclu. L'accord a été trouvé in extremis, mais l'île va devoir modifier totalement son fonctionnement économique, basé, vous le savez, sur l'activité bancaire. La note sera salée. François Baudonnet, Hervé Verloet. L'Europe va prêter à Nicosie 10 milliards d'euros. En contrepartie, ce paradis fiscal s'engage à augmenter l'impôt sur les sociétés et à lutter contre le blanchiment d'argent. Mais surtout, Chypre va devoir restructurer en profondeur son secteur financier. La banque Laiki, la seconde du pays, va fermer ses portes. Ses actifs sains seront versés au plus gros établissement national, Bank of Cyprus. C'est donc la banque Laiki, celle devant laquelle des files d'attente s'étaient formées ces derniers jours, qui paye le plus lourd tribut. Les Européens préfèrent parler pudiquement de faillite ordonnée. Pourtant, ces actionnaires mis à contribution pourraient tout perdre. Les dépôts supérieurs à 100 000 euros dans cette banque, mais aussi chez Bank of Cyprus, seront ponctionnés à hauteur de 30%. Les dépôts de moins de 100 000 euros ne seront pas taxés. Je vous ai vu ricaner, Olivier Berruyer. Donc, quand Pujadas nous dit que Chypre sauve sa place dans la zone euro, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Bon, ça dépendra déjà de ce que décidera le peuple chypriote dans les années à venir. Ce que je trouve intéressant dans la présentation, c'est qu'on sent que le but, c'est qu'il reste dans la zone euro. C'est pas qu'il reste une économie à Chypre dans les 20 ans qui viennent, c'est pas que la moitié des entreprises ne fassent pas faillite, puisqu'évidemment on va les ponctionner tout autant que les autres. Non, la priorité, c'est surtout faut rester dans la zone euro. Donc Chypre est rentré dans la zone euro en 2008. Quand ils sont rentrés, c'était déjà un paradis fiscal, une énorme lessiveuse pour Russes en particulier. Et on découvre aujourd'hui que c'est malsain, évidemment, à peine 4 à 5 ans après. On va en parler tout à l'heure, oui.
Et vous, Chypre, qui sauve sa place dans la zone euro, Frédéric Lordon, c'est comme ça que vous auriez présenté les choses? J'ai un aveu un peu difficile à consentir, c'est que pendant que vous le passiez, j'ai même pas écouté ce qu'il disait. C'est vrai, Oui, vraiment, c'est plus... plus Jadas, ça rentre par un genou, ça sort par l'autre. Je pensais à autre chose. Oui, pour l'instant, à court terme, ça sauve la place de Chypre dans l'euro. Oui, bon, on peut dire ça mange pas de pain. Bon, je veux dire, en tout cas, la chose importante à noter, c'est que après la Grèce, Chypre prolonge un régime d'exceptionnalité. Local, ponctuel, bien circonscrit, mais le prolonge quand même. Et moi, ce qui me semble le plus notable dans ce plan dit de sauvetage, c'est qu'il est étonnant. Il est étonnant à bien des égards. Il est étonnant parce que il met l'Union européenne en contravention avec ses propres dogmes, aussi bien formels qu'informels. Le dogme formel, c'est celui de la liberté de mouvement des capitaux, c'est l'article 63. Bon, je veux dire, là, on est dans un cas de contrôle manifeste des capitaux. C'est une première absolue, depuis le commencement de la monnaie unique. Et alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais rien que sur le fait que les capitaux ne puissent plus circuler, il faut savoir que les banques à Chypre ont réouvert jeudi. Aujourd'hui, parce que nous tournons jeudi. On ne sait jamais, on dit ça au cas où il y a une grosse panique d'ici là, mais que il semble que non. Il semble que non. Pour l'instant, non. Et pour l'instant, il y a eu un décret, alors signé pour 4 jours seulement, mais qui pourra évidemment se prolonger, qui stipule que on ne peut pas retirer plus de 300 € aux distributeurs et aux guichets de la banque, et avec tout un tas de restrictions qui font que, alors là, typiquement, on est pas de panique pour l'instant. Alors, on va revenir tout au long de cette émission sur votre étonnement, puisque finalement c'est bien d'avoir des invités qui sont étonnés, qui vont réfléchir avec nous. Puis il y a des étonnements dont on se réjouit et des étonnements dont on s'afflige. Donc on essaiera de savoir quelle est la nature de cet étonnement. Juste sur la manière dont le plan a été présenté à la télé. Quand on lisait votre site, on se rend compte que les principales clauses sont celles qui ont été énoncées par Pujadas, mais il y en a plusieurs autres en petits caractères qui ont été moins bien mises en valeur par les médias. Mais par exemple, on apprend, je crois que c'est le point 5 de l'accord que vous mettez sur votre site, que les détenteurs des gros comptes, des comptes de plus de 100 000, donc qui vont être ratiboisés, vont devenir en échange actionnaires des banques. Oui, Mais alors donc, ils ne vont pas tout perdre. Oui, il y a un petit hocher. La valeur de Bank of Cyprus, je vous incite à ne pas devenir actionnaire de cette banque-là, parce qu'évidemment, elle conserve... Oui, évidemment. Attendez, c'est une banque qui va peser à peu près 3 fois le PIB maintenant. Donc c'est sympathique, gonflé de près, évidemment, la population chypriote dont l'économie va bientôt mourir. Le reste, c'est l'économie grecque. Effectivement, c'est une banque pleine d'avenir. Voilà, donc heureusement que c'était un petit caractère, parce qu'effectivement, ce n'est pas une disposition importante. Non, c'est un petit hocher pour dire aux gens, écoutez, plutôt que de tout perdre, je vous donne des timbres à la place. Vous verrez ce que vous en ferez dans les années qui viennent. D'accord. Alors, on va reprendre un par un tous les éléments du récit médiatique, parce qu'il y a eu un récit médiatique sur ce plan en essayant de les démonter. Premier point, Anne-Sophie, parce que dans les récits médiatiques, il y a toujours des méchants. Là, les méchants, c'est les oligarques russes. Oui, des méchants bien attirants, parce qu'il y a bien un endroit à Chypre qui a beaucoup plu aux équipes de tournage. C'est une petite ville nommée Limassol, qui est même surnommée Limassolgrad. Vous allez vite comprendre pourquoi on regarde des images. Ces panneaux écrits en russe, ces banques russes et ces improbables magasins de fourrure, Limassol est le petit Moscou de Chypre. Maserati, Grand Cabrio, Ferrari. Anna Lazova et Ekaterina Vibetskaya gèrent ce service de location de voitures de luxe et elles voient d'un très mauvais œil le projet de taxation des comptes bancaires. Comment réagiriez-vous si on vous prenait votre argent? En plus, ce qui m'ennuie, c'est que l'on dit que les Russes blanchissent de l'argent ici, mais des gens comme Anna et moi, nous travaillons, nous payons des impôts, la sécurité sociale. Pourquoi nous prendre notre argent? Direction Limassol maintenant, à 60 km de la capitale chypriote Nicosie, petit paradis bancaire et surtout paradis russe. Il serait 30 000 à s'être installés sur place, attirés par le climat fiscal et bancaire, autant que par la météo, elle aussi très douce. On la surnomme Limassolgrad. Avec sa marina, ses yachts, ses plages, un petit paradis secret où 30 000 Russes ont élu domicile. Ici, tout est fait pour que cette communauté très fortunée se sente comme à la maison.
Je suis Phil Andréou, le directeur de la Chambre de commerce. Bonjour, je suis Sergei Ivanov. Je crois qu'on s'est déjà rencontré à l'ambassade de Chypre à Moscou. Non, je n'ai pas encore eu la chance d'aller à Moscou malheureusement. Heureux de vous rencontrer. Pour Monsieur Andréou, business is business. Les accusations de blanchiment d'argent à Chypre, il les balaye. Tout le monde ici est le bienvenu. Les Russes sont les bienvenus ici, comme les Français d'ailleurs. Et comme tout le monde est bienvenu ici. On nous appelle la Suisse de la Méditerranée, mais notre avantage par rapport aux Suisses, c'est qu'ici on est plus accueillant. C'est très confortable pour les Russes de vivre ici, parce que nous avons la même culture, une mentalité proche, la même religion. Chypre nous assure de très bonnes conditions pour faire du business. Ce n'est un secret pour personne. C'est un très bon endroit pour investir en Europe depuis la Russie, une sorte de tête de pont. Alors la situation à Chypre aujourd'hui inquiète cet homme d'affaires russe. Installé ici depuis 6 ans, il investit dans le vin chypriote qu'il exporte en grande quantité vers la Russie. Si les Russes sont taxés, pas sûr qu'il ait envie de rester. Si l'Union européenne pense que Chypre est la machine à laver de l'argent russe, je ne sais pas qui a inventé ça. Et qui a le droit de dire que nos investissements ici, c'est de l'argent sale? Qui est juge de ça? L'argent n'est pas sale? Mais c'est ce que tout le monde dit. Ça veut dire que moi, je suis un criminel parce que je fais du business ici? Qui a le droit de me juger ainsi? Alors, avant de parler du fond, un mot sur les reportages. On voit bien que là, on cherche à donner une certaine image. Après tout, quand l'équipe de C'est dans l'air est allée tourner à Limassol, peut-être qu'ils sont aussi tombés sur un entrepreneur russe, on va dire, moins ventripotent, qui donne moins l'image de l'oligarque russe, mais ils ne l'ont pas gardé au montage. Les deux loueuses de voitures qu'on voit près des voitures de luxe, après tout, n'ont peut-être que 3 voitures de luxe dans leur parc automobile à côté des Clio et des 205, mais on ne les montre pas, on montre les voitures de luxe. Alors ça, c'est juste pour dire qu'il ne faut jamais croire les images qu'on vous montre. Maintenant, sur le fond, est-ce que quand on dit résident russe ou investisseur russe, on dit forcément oligarque, lessiveuse, argent sale, ou est-ce qu'on fabrique un épouvantail commode avec cette forte présence russe qui semble, elle, indiscutable à Chypre? Alors, pour le coup, je me suis forcé d'écouter et je ne suis pas étonné. C'est-à-dire que le fait qu'on pousse sur le devant de la scène des oligarques ventripotents, éventuellement sur le mode de la dénégation, peut-être bien fondé d'ailleurs, ce brave homme qu'on voit est peut-être parfaitement honnête, j'en sais absolument rien, et qui est juge de ça, en tout cas pas moi, me semble l'équivalent fonctionnel de la présentation ostentatoire de Bernard Madoff et Stanford, les poussettes au poignet. C'est-à-dire que moi, dans cette affaire, depuis le début de cette crise, c'est-à-dire depuis 2007-2008, j'ai une position qui n'a pas varié beaucoup en cette matière d'attribution de responsabilité et qui, dans un premier temps au moins, dégage les agents économiques qui ne font jamais que ce que le terrain de jeu qu'on leur a aménagé leur permet de faire. Par conséquent, si on a laissé prospérer au cœur de l'Europe un paradis fiscal, éventuellement adjoint d'une blanchisserie, et qu'on a laissé gonfler le secteur bancaire de Chypre dans les proportions qu'on sait, entre 7,5 et 8 fois le PIB, mais la responsabilité n'en revient certainement pas aux agents économiques russes ou d'autres nationalités qui ont examiné le portefeuille des options qui étaient à leur disposition et qui ont choisi légitimement celle qui leur paraissait la plus avantageuse. Par conséquent, la responsabilité doit remonter d'un cran. Comme toujours, la responsabilité n'échoit pas à ceux qui s'agitent dans les structures, mais à ceux qui aménagent les structures. Par conséquent, les pouvoirs publics chypriotes et évidemment les Européens qui ont laissé cet état de fait se constituer et qui maintenant sont obligés de le gérer avec toutes les catastrophes qu'il a engendrées assez prévisiblement. Mais je note que vous parlez d'agents économiques et non pas d'oligarques. Mais ça, pour le coup, je peux me défausser de cette question. Puis d'abord, je répète que je n'ai pas les moyens d'en juger, mais il y a des organismes ad hoc
pour faire ce tri-là. Il y a un organisme européen qui s'appelle Moneyval et à qui il incombe de procéder à ce genre d'enquête, visiblement. Et donc il y a des enquêtes en cours? Oui, c'est celle qui enquête sur le blanchiment d'argent, c'est ça? Et qui est missionnée depuis le début du mois de mars pour enquêter sur le cas de Chypre. Moneyval est un comité d'experts permanent de l'Union européenne. Voilà. S'ils enquêtent sur Chypre actuellement, je ne sais pas, j'imagine que ça doit être récent. Il y a un audit qui a débuté début mars et qui se terminera fin mars, mais qui arrive peut-être un peu tard. Vous avez dit quelque chose, Daniel, sur cette narration médiatique et sur le fait qu'il faut un méchant. Et c'est très visible dans ces extraits. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est que quand il y a un méchant, il faut un gentil. Et ça me fait penser aux analyses du psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, qui nous fait remarquer que la plupart des récits médiatiques qui ont du succès mettent en avant un monstre, un héros, et un parcours de rédemption. Et pour lui, ce sont les 3 éléments du mythe, en fait. Les mythes grecs, par exemple, ont toujours ces 3 éléments-là. On a donc un méchant, alors il fait un monstre, la figure de l'oligarque russe. Où est le héros? Alors on pourrait penser que c'est l'Union européenne. Oui. Dans l'occurrence. Mais là, il va y avoir une entorse à la structure du mythe. Moi, étant totalement ignorant en matière économique, en recevant ces images-là, si je vois le monstre en la personne de l'oligarque russe, je vois le héros dans l'institution européenne qui cherche à faire le ménage. C'est peut-être complètement faux. Je parle de la façon dont je le reçois de façon très simpliste. Il faut retourner dans l'euro. L'euro, c'est la maman, c'est la bonne chose, c'est le bon droit. Et le bon droit qui s'exerce en cherchant justement à la fois faire le ménage dans un parcours de rédemption pour soi-même et puis en exterminant le monstre. Peut-être que c'est cette vision très très simple qu'on a en tant que téléspectateur et il conviendrait justement de la nuancer. Oui, que vous faites, mais je la crois exagérément psychologisante en l'occurrence et je pense qu'il faut lui substituer des analyses plus politiques. Certainement. Mais les mythes sont très forts. Oui, c'est sans doute. Enfin, la tripartition du monde entre méchants, monstrueux, héros et victimes. On va dire que dans l'histoire, le gentil n'est pas encore très bien. Oui, c'est pas clair. C'est en cours de construction. La figure du gentil, on va dire. Ce qui est absolument certain, c'est que le fait de propulser sur le devant de la scène une catégorie de personnes étiquetées comme méchants a tous les bons effets de diversion qui permettent d'occulter les autres éléments de l'analyse. Et on va y venir. Juste, le méchant, selon vous, là, est exagérément caricaturé ou ça vous paraît légitime? Vous parliez au début de l'émission de paradis fiscal et des normes lessiveuses, donc pour vous, ça semble aller de soi. Il y a des méchants partout dans l'histoire. C'est évidemment plus compliqué que ce qu'on va nous dire. Oui, il y a une blanchisseuse d'argent sale russe. Oui, il y a aussi des Russes qui investissent tout à fait honnêtement, parce que Chypre, jusqu'à présent, il y avait un taux d'impôt sur les sociétés de 10%. Donc c'était l'endroit où le taux d'impôt sur les sociétés était plus bas en Europe. Pourquoi on laisse aussi des zones avec des IS à 10%? C'est une bonne question. Il y a aussi dedans énormément de Chypriotes qui vont être touchés par cette mesure. Alors évidemment, il y a le paravent facile de regarder, on va impacter les pertes sur le mafieux russe. En attendant, on va aussi les impacter sur tous les Chypriotes qui avaient un petit peu de biens, qui venaient de vendre leur maison il y a 2-3 mois, et sur toutes les entreprises qui ont évidemment plus de 100 000 € de trésorerie. Alors c'est évidemment une forme de paravent pour masquer aussi l'absence de solidarité. On arrive à un moment donné où, en Europe, on ne veut plus, on ne peut plus payer pour les autres pays. J'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez c'est sans précédent, c'est sans précédent. La crise qu'on vit, elle a un précédent qui est 1929. C'est la pire crise depuis 1929 et je pense vraiment que ce sera la pire crise de l'histoire du capitalisme et qu'on va enfoncer assez sympathiquement ce qui s'est passé en 1929. Il n'y avait pas eu de ponction sur les comptes bancaires. En 29, toutes les banques ont fait faillite aux États-Unis, quasiment toutes. Oui. Mais attendez, c'est qu'est-ce qu'on appelle une ponction à un moment donné? Là, il n'y a même pas eu de plan B. Les banques chypriotes ont été coulées par le plan de restructuration de la dette grecque l'année dernière. La Grèce a fait défaut. Il se trouve que les banques chypriotes étaient énormément investies en Grèce, donc elles ont pris des pertes et pour le moment, elles ont un peu laissé en suspens, mais ça les a coulées. Bon. Quelle est la conclusion du plan européen? On met les banques en faillite. Enfin, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. La banque fait faillite, donc l'actionnaire est rincé, le prêteur obligataire est rincé. Comme ça ne suffit pas, les gros déposants sont rincés. S'il y a une garantie des dépôts à 100 000 €, pour les mal comprenants, il n'y a pas de garantie des dépôts au-delà de 100 000 €. Donc ils sont touchés. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? On va y revenir dans une seconde, mais vous dites quelque chose d'intéressant et qui effectivement est assez peu souligné, c'est que la cause de tout,
c'est la crise grecque. Ce qui plombe les banques chypriotes, c'est la crise grecque. Ouais, il suffit de revenir en juillet 2012 et de retourner justement à Limassol où nous étions tout à l'heure pour se rendre compte qu'à l'époque, Chypre subit de plein fouet le défaut sur la dette grecque et la crise grecque. On regarde quand même des images de cette époque-là. Aujourd'hui, le paradis chypriote n'est plus. Depuis plus d'un an, le pays, victime collatérale de l'effondrement grec, n'a plus accès au marché financier international et se voit imposer des taux d'intérêt à 2 chiffres pour pouvoir financer son déficit budgétaire. Cette crise laisse sur le carreau de plus en plus de Chypriotes. Lors du lancement du programme alimentaire par l'Église à Limassol il y a 9 ans, seules quelques personnes âgées se présentaient. Ces derniers temps, le nombre de bouches à nourrir s'est accru et de plus en plus d'écoles demandent de l'aide. Les banques chypriotes ont massivement prêté à la Grèce, dans le public comme dans le privé, pour environ 23 milliards d'euros. D'où leur besoin urgent de recapitalisation. La Banque populaire de Chypre, la banque Laïki, est exposée aux voisins grecs à hauteur de 42%. C'est 17% pour la banque hellénique et 34% pour la Banque de Chypre. Donc Chypre, victime collatérale de la crise grecque. Alors je vais vous poser une question totalement naïve, Frédéric Lordon, mais on ne pouvait pas un peu anticiper l'onde de choc qu'allait subir Chypre suite à la faillite de la Grèce? Ah bah oui, ça pour le coup on pouvait. Hein. Mais d'ailleurs je pense que les inquiétudes sur Chypre ont commencé à apparaître très très tôt après l'annonce de la restructuration de la dette grecque. Donc on sait qui a quoi en stock et qui peut résister et à quelle perte. Et alors pourquoi on ne le fait pas? Ah bah là, en l'occurrence, on a espéré que, comme d'habitude, on pourrait passer entre les gouttes. Genre on serre comme ça? Oui, c'est ça, exactement, oui. Et on passera entre deux rincés. Bon, voilà. Est-ce que c'était pas aussi une façon de considérer que Chypre était tellement petit? Parce que vous le dites aussi, que c'est vraiment le problème confetti, quoi. C'est tellement de toutes petites choses que... Oui, c'est exact. Mais le problème vient de ce que on n'a pas, et je me souviens qu'on avait parlé de ça lors d'une émission précédente, on n'a pas une cartographie très exacte des engagements interbancaires qui nous permettraient de repérer précisément les points critiques. C'est-à-dire là où il y a une association de maillons faibles qui vont s'entraîner les uns les autres. Alors là, sur Chypre, ça quand même on le pouvait, hein, très honnêtement, ça ne devait pas être très difficile. Mais la taille de l'entité considérée n'est pas forcément une garantie certaine de maintien de la stabilité générale du système financier, car précisément il peut y avoir à l'intérieur de ce graphe ou de ce réseau des points qu'on pourrait dire archimédiens, au sens où il va y avoir de très forts effets de levier. C'est-à-dire qu'un tout petit qui tombe va en faire tomber un autre qui était spécialement vulnérable à ce tout petit et de proche en proche, etc. Donc c'est pour ça que la question de la restructuration d'une dette souveraine grecque, même si elle n'est pas très importante en volume à l'échelle européenne, était un problème d'emblée. Mais quand vous dites on n'a pas une carte très précise des engagements interbancaires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, personne ne sait, ni la BCE, ni l'Eurogroupe, ni personne, de quelle manière et à quel niveau les banques sont dépendantes les unes D'abord, ces liens de dépendance changent tous les jours, oui. Puisque les relations de crédit, de contrepartie se nouent, se dénouent, etc. tous les jours. Je ne sais pas exactement à quel degré quel est le degré de précision des outils de surveillance macroprudentielle de la Banque Centrale Européenne. Ils sont en cours d'élaboration depuis l'entrée en crise de 2007-2008, a fortiori depuis le dernier sommet européen qui a remis à la Banque Centrale Européenne la responsabilité formelle de la supervision, mais l'intendance a du mal à suivre. Oui, ça c'est tout à fait juste, mais vous savez que la BCE a prêté 1 000 milliards aux banques l'année dernière. La BCE refuse de communiquer l'identité des banques. On ne sait pas qui a emprunté quoi là-dedans. Alors, en disant d'un côté, si on sait, ça va montrer quelles sont les banques qui sont fragiles et accentuer la panique, ce qui est vrai. Le problème, c'est que personne ne contrôle, pas plus les élus que les gouvernements. Un petit mot sur Laïki qui fait faillite. Laïki avait une taille de 2 fois le PIB. En France, ce serait une banque qui ferait à peu près 4 000 milliards d'actifs. Donc, je trouve que c'est quand même une folie furieuse. Donc, elle faisait 30 milliards de bilan. Elle avait 4 milliards de fonds propres. En 2012, elle en a perdu 3,5. Donc elle est arrivée à plus que 500 millions de fonds propres. Donc là, la banque n'avait plus de fonds propres.
On a appris du coup, vu qu'elle a fait faillite, que la BCE a prêté 9 milliards à cette banque. C'est-à-dire, il y a pratiquement plus de fonds propres. La banque, elle perd 3 milliards en une année et on lui prête 9 milliards. Ces chiffres-là, mis à part ceux de la BCE, en tout cas la situation désespérée de l'AIKI, quand on la voit, elle était connue, c'est le rapport annuel. Vous allez sur le site de l'AIKI, vous le trouvez. Alors, non, le russe ou le riche chypriote qui met 10 millions dans l'AIKI, qui sait depuis un an qu'il y a quand même des problèmes, que 2012 a été catastrophique et qui laisse le pognon dans sa banque, à un moment donné, il y a aussi une sanction à la connerie. Il faut arrêter d'imaginer, parce que qu'est-ce qu'ils ont imaginé ces gens-là, que le contribuable européen allait encore renflouer? Et dans ce plan-là, on prête 10 milliards à Chypre. Alors, on prête, à des 10 milliards à Chypre, c'est 25 000 euros par ménage chypriote qu'on leur prête. Donc autant dire qu'il est perdu l'argent, on ne le reverra plus. C'est ou de la connerie ou de la confiance. La connerie, c'est de je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Et la confiance, c'est que... Trop de confiance, c'est de la connerie quand même. Oui, excusez-moi, il faut regarder les comptes, il faut regarder ce qui se passe, il faut écouter Frédéric Lourdon. Il y a des gens sur l'explication par la connerie. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que il faut bien voir que les banques privés sont les gestionnaires de fait d'un bien public qui est le système des paiements. Donc les agents économiques résidents, en tout cas les Chypriotes, je ne parle pas des Russes, là, eux n'ont pas le choix que de s'en remettre à leur système bancaire pour gérer leurs encaisses monétaires. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une prise d'otage et on ne saurait en aucun cas en faire porter la responsabilité aux agents chypriotes. Mais Berruyer parlait des Russes plutôt. Ah oui, mais là, sur les Russes, si vous voulez, ils arbitrent fiscalement et réglementairement... qui payent. Non, mais ça peut être un petit point de désaccord. Oui, c'est vrai que, évidemment, les Chypriotes n'ont pas le choix, ils vont dans une banque à Chypre. Enfin, ils ont le choix d'élire des députés qui expliquent que la banque, ça dépasse pas le PIB, qui expliquent qu'une banque chypriote, elle n'est pas faite pour aller prêter des sommes folles à la Grèce. Enfin, on peut mettre de la raison là-dedans et transformer les banques dans un modèle beaucoup plus sain. Non. Là, j'ai lu ton papier, Olivier, et j'ai vu la conclusion et j'étais vraiment pas d'accord avec. Non, là, on ne peut pas dire une chose pareille pour des raisons qui sont extrêmement profondes. Je crois que c'est faire fi de, si tu veux, du fait absolument massif de la division du travail politique, qui est la scission entre les gouvernants et les gouvernés et la dépossession complète des gouvernés. À quoi s'ajoute en général la restriction phénoménale de l'offre politique qui, par exemple en France, nous donne à choisir au deuxième tour entre Royal et Sarkozy, Sarkozy et Hollande, comme il avait fallu choisir entre Chirac et Jospin, c'est-à-dire une restriction absolument extraordinaire des options politiques disponibles. Donc le peuple vit douloureusement sa condition de dépossédé, les choses se passent au loin de lui, il n'a pas prise sur ces choses qui sont faites prétendument en son nom, et à mon avis, on ne peut en aucun cas les tenir pour porteur d'une responsabilité politique en cette matière. Je veux dire, c'est là pour le coup, les structures de la dépossession doivent fonctionner dans les deux sens, si elles sont instituées. Les privilèges aux gouvernants, très bien, mais alors la responsabilité pour eux. C'est pas l'affaire des agents, si tu veux. Je veux dire, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Descendre dans la rue en permanence pour exiger la loi de séparation bancaire? Bon, je veux dire, évidemment, c'est une entreprise sans espoir. Nous avons un passé de mouvements sociaux qui a suffisamment montré que descendre dans la rue, quand nous descendions dans la rue, ne produisait rigoureusement aucun effet politique. Et il y a bien des raisons pour lesquelles nous ne descendons pas dans la rue, qui remontent encore une fois à cette division du travail politique. C'est que les gouvernants sont payés pour travailler à plein temps à l'organisation de nos vies. Et d'un côté, et de l'autre côté, les gouvernés ont le droit d'aller produire. Et s'ils veulent résister à l'organisation de leur vie par les gouvernants, le travail de résistance commence après leurs 8 heures de boulot. Et c'est fatigant. Et alors, je ne veux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas, je ne suis pas un militant, je ne suis pas un activiste, etc. Mais j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et je sais de connaissance indirecte ce que ça leur coûte de fatigue, d'énergie, de vie familiale foutue en l'air, etc. Précisément parce que lorsque les gouvernants ont fini leur travail de 8 heures pour organiser nos vies, ils rentrent chez eux et ils regardent la télé et ils dorment. Alors que pour les autres, c'est là que ça commence. Et ça, ah oui, alors il y a les... vaste question. Il y a les syndicats avec des permanents. Mais quel jeu jouent les syndicats? Ça serait encore une vaste question. Quel jeu ont-ils joué, par exemple, dans la réforme des retraites en 2010? Moi, mon interprétation, ça serait plutôt qu'ils ont concouru et même planifié de faire perdre le mouvement dans les sables.
Voilà, quel jeu ont-ils joué pendant les grandes manifestations de 2009, là alors que la crise financière était toute proche et que, pour reprendre une expression d'Obama, entre les banquiers et les fourches, il n'y avait plus que les gouvernants. Alors ça nous éloignerait un peu du sujet. Oui, ça nous éloigne un peu du sujet. Ça nous éloigne un peu du sujet, mais c'est intéressant. Juste une question, quel aurait été l'intérêt des syndicats français à planifier de faire perdre le mouvement dans les sables? Quel est leur intérêt objectif? Je pense que ce sont des éléments d'un système institutionnel général. Quand je dis les syndicats, je fais très nettement la différence entre les confédérations et les bases syndicales, qui elles se battent comme des beaux diables, etc. Alors, même les confédérations? Mais les confédérations sont devenues des éléments de bureaucratie institutionnelle totalement enquistés dans le système et qui passent les pires compromis de la Terre. La preuve en est que, je veux dire, il y a des mouvements, il y a eu depuis 2009 des mouvements sociaux avec une énergie colérique qui était tout à fait considérable et dont rigoureusement rien n'a été fait. Alors voilà, l'itinéraire sur lequel s'évaporent ces énergies est bien connu, c'est République-Nation, où il ne se passe rien. D'accord. Un mot sur le... Non, mais fondamentalement, on n'est pas en désaccord, bien sûr. Ce que tu dis est tout à fait juste. Si, c'est pas une question de la démocratie. Totalement désaccord. Mais ça dépend jusqu'où. Après, la question, c'est finalement qui est responsable de quoi là-dedans en termes démocratiques. Est-ce qu'on peut dire aussi... Alors, c'est vrai, bien sûr, qu'il y a un problème de représentativité démocratique. Évidemment, sur certains points, c'est une mascarade, on le voit bien. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut dire aussi que finalement, les gens ne sont responsables de rien? Tu parles de la loi bancaire. La loi bancaire, enfin, je sais que j'y ai passé du temps dessus. Je suis allé voir une quinzaine de parlementaires. On a fait déposer 30 amendements par des gens du Parti Socialiste, tout a été balayé. Absolument. Bon, effectivement, on essaye, mais après, les gens aujourd'hui qui ont 200 000, 300 000, 500 000 euros en banque, s'ils ne sont même pas capables de passer un coup de fil à leurs députés en disant « dites, là c'est sérieux ». Si chaque député avait reçu 200 coups de fil des gens qui sont les plus riches de son électorat, peut-être que ça aurait peut-être bougé un peu, j'en sais rien, peut-être que je rêve. Mais est-ce qu'on peut dire aussi on reste assis dans nos fauteuils et puis on espère que tout ça va bien se passer et qu'évidemment on va trouver des solutions qui vont rien nous coûter parce que on va dire que nos gouvernants ne penseraient qu'au bien public. On sait que c'est pas vrai. Olivier, pour clore sur ce point, je crois que les gens qui ont 200 000 ou 500 000 euros en compte dans des institutions bancaires n'ont pas intérêt à la loi de séparation bancaire et qui ne décrocheront pas leur téléphone. Alors, oui, ils ont intérêt à ce que leur banque ne fasse pas faillite. Bah oui, du coup, j'ai envie de poser la question. On parlait des déposants, des gros déposants en France, par exemple. Mais on est bien d'accord que les gros déposants à Chypre, ils auraient mieux fait quand même de régler le problème en amont, parce que là, ils ont vu ce que ça leur a coûté. Et moi, je pense que ça va continuer dans les autres pays petit à petit. Le fait là de décider qu'on allait taxer et ponctionner ces dépôts justement de plus de 100 000 euros, est-ce que c'est pas aussi une forme d'alerte pour ces détenteurs de comptes, comme le disait Olivier? Oui. Est-ce que c'est pas aussi pour eux le moment de s'emparer du sujet et puis de dire attendez, les politiques, puisque nous avons de l'influence politiquement, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des banques relativement saines dans lesquelles on peut laisser nos gros bas de laine? Alors oui, il y a plusieurs questions à ce sujet. Je pense que si les gros déposants commençaient à... si l'esprit venait aux gros déposants et un minimum de rationalité avec, je pense que leur première manœuvre serait non pas de décrocher leur téléphone pour secouer un député qui ne sert à rien, mais de voter avec leurs pieds et de transférer leurs avoirs. C'est à peu près la situation dans laquelle on est et sur laquelle le contrôle des capitaux s'escrime autant qu'elle peut. Maintenant, je voudrais revenir sur un point avec cette histoire de plafond de garantie. Tu as dit à juste titre que lorsque on institue une garantie avec un plafond à 100 000 euros, pour les non-comprenants, ça signifie qu'au-delà de 100 000 euros, ce n'est pas garanti. Et c'est exact. Mais je crois précisément que là, il y a une divergence entre la lettre des textes, la lettre formelle des textes, et la manière dont ces textes sont reçus. Et cette réception est au principe d'une croyance qui s'écarte profondément, je crois, de la lettre formelle des textes. De sorte que les textes, c'est vos dépôts en cas de séisme bancaire sont garantis à hauteur de 100 000 euros pour les encaisses monétaires, 70 000 euros pour les comptes titres, etc. Or, la croyance, me semble-t-il, en cette matière, en tout cas en France, pas qu'en France d'ailleurs, la croyance en cette matière, c'est que les dépôts, en dépit de ce que disent les textes, les dépôts sont inconditionnellement garantis. Et cette croyance ne sort pas de nulle part. Elle a été renforcée en 2009 par Sarkozy qui s'était empressé de dire « les dépôts seront garantis inconditionnellement ». Elle a été renforcée par le cas irlandais qui de même, où le gouvernement avait juré qu'on ne toucherait absolument pas aux dépôts, etc., etc. De telle sorte qu'il y a cette tension entre ce que disent vraiment les dispositions formelles quant à la garantie des comptes et leur plafond et la manière dont les agents reçoivent la chose et ajustent leur comportement en conséquence.
Alors là, en effet, comme vous disiez, ça pourrait être, comme disent les anglo-saxons, a wake-up call, c'est-à-dire une sonnerie de réveil un peu. Et donc, il est bien possible que dans les pays où les banques, pour l'instant, ne sont pas encore en situation trop rocambolesque, les gros déposants commencent à se poser une ou deux questions. Et alors, a fortiori, dans les États où, déjà, on sait que des banques auront de nouveau besoin d'être sauvées, en Espagne, peut-être plus tard en Italie, etc., etc. Bon, ça, l'avenir dira. Alors, je voudrais qu'on en vienne maintenant au cœur de ce qui est quand même le sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut penser de ce plan, dans ses dispositions les plus nouvelles et les plus spectaculaires. Alors moi, je vois les choses de très loin et avec mes gros sabots. Je me dis bêtement qu'un plan de sauvegarde qui met à contribution en priorité les gros déposants, ceux qui sont au-dessus de 100 000 euros, devrait être applaudi par les gens de gauche et par les hommes politiques de gauche. Ce qui n'a pas été le cas des premiers jours, apparemment, par exemple, si on en juge par la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Mes amis, l'affaire chypriote a lieu en Méditerranée. Est-ce un hasard? Le talon d'Achille, c'est au talon, pas au milieu de la figure. Mais la crise aurait pu éclater dans un autre paradis fiscal, le Luxembourg par exemple. Non, elle éclate à Chypre. Et c'est là que l'on s'aperçoit qu'il y a des oligarques russes et que, comme on avait entendu que les Grecs étaient en crise parce que ce sont des feignants qui ne payent pas les impôts, alors que c'est surtout leurs capitalistes qui ne les payent pas et leurs curés, alors que tous les Grecs sont prélevés à la source, eh bien aujourd'hui, on nous vend le coup d'État financier fait contre Chypre au motif qu'il y a des oligarques russes. Mais alors, s'il faut faire ça, faisons-le dans plein de pays. Nous avons une liste à votre disposition, vous savez que nous sommes les champions des listes. Nous ne disons pas la finance n'a pas de visage, n'a pas d'adresse avec ses propos bizarres. Nous, on dit où est l'adresse et quel est le visage. Et comment il s'appelle. Alors là, Mélenchon parlait dimanche, c'est donc avant qu'on connaisse, on est bien d'accord, le deuxième plan qui a été élaboré dans la nuit de dimanche à lundi. Oui, non, je voulais ajouter que non seulement on fait payer les gros déposants, on les appelle comme ça, les gros, mais surtout on met à contribution, et ça c'est grosse nouveauté, les actionnaires des banques et les créanciers. Et c'est surtout ces deux... Donc, et bienvenue dans le capitalisme, ça arrive dans n'importe quelle entreprise qui n'est pas une banque, ça. Oui, comme dans n'importe quelle entreprise. Ça, donc, quand vous commandez une voiture à Peugeot, Peugeot ça fait faillite dans l'intervalle, avec l'argent de la voiture, vous ne le voyez plus, hein, c'est pareil. Donc vous êtes client, vous avez aussi perdu cet argent. Ce qui est nouveau, il faut faire attention, le système bancaire est particulier. Hein. Mais dire c'est une nouveauté gigantesque, c'est la loi normale d'une faillite d'une entreprise privée. Ça. Alors comment expliquer que les gens de gauche n'aient pas applaudi des deux mains à ce plan de sauvegarde? Vraiment, je ne vais pas parler pour les gens de gauche. Écoutez, oui. Il y a deux questions, encore une fois. Il y a la question, est-il bon, est-il mauvais? Et moi, je voulais reparler de la question, n'est-il pas un peu étonnant sur les bords? Alors, Olivier, tu feras sur bon, mauvais. Moi, j'aurais sûrement un truc ou deux à rajouter, mais je voudrais commencer par, n'est-il pas un peu étonnant? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il viole les dogmes européens formels, ceux de l'article 63 et du contrôle des capitaux, mais il viole un autre dogme. Alors là, et ça c'est autrement plus spectaculaire, hein, qui est celui de l'ingérence dans l'organisation du système financier chypriote. Et ça c'est du jamais vu, parce que là il y a un projet de dégonflement, mais autoritaire. Ah, mais alors là, ça c'est une fameuse idée, les gars. Hein. Et comme disait Mélenchon à l'instant, je suggère également qu'on ait de l'esprit de suite. Car Chypre, 8 fois le PIB, le total des actifs bancaires, Luxembourg, 20 fois le PIB. Bon, alors, si on est parti pour dégonfler, dégonflons hardiment. Alors, c'est un premier pas. Oui, bien ça sûr. C'est bien sûr. Tu verras dans un an, ça va se régler tout seul, ça. Ma thèse est plutôt que l'Europe, comme depuis le début de cette crise et peut-être même bien avant, navigue entre principe énoncé à grand son de trompe et sur le mode de la parfaite généralité et hypocrisie la plus opportuniste. Évidemment, on n'a pas fait ça avec d'autres. On n'a pas fait ça avec l'Irlande. Il y a aussi 7 fois le PIB, hein, le total des actifs irlandais. Bon, alors là, l'Eurogroupe nous dit on va ramener Chypre à la moyenne européenne. La moyenne européenne, ça tape assez haut, hein, quand même. C'est pas loin de 3,5 fois le PIB. La France est au-dessus. Ah, bon, dégonflons la France. Moi, je suis pour à fond. Dégonflons l'Irlande, etc. Notez, et d'ailleurs, pourquoi la moyenne européenne? Est-ce que c'est une bonne référence, la moyenne européenne? Juste une chose, on ne sait pas assez, à mon avis, que
le total des actifs bancaires aux États-Unis est de 80% du PIB. C'est étonnamment faible. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont un continent qui est immédiatement à l'échelle mondiale et donc dont le système financier, pour être à l'échelle mondiale, n'a pas besoin de dépasser le PIB dans des proportions extraordinaires. Or, nous, en Europe, nous avons des pays dont la surface en termes de PIB, la surface économique n'est notoirement pas à l'échelle mondiale, on dirait à l'échelle régionale par exemple, mais dont le système bancaire a voulu jouer le jeu de l'échelle mondiale et par conséquent a dû déborder les frontières dans des proportions extraordinaires. Frédéric Lordon, dire on pourrait le faire ailleurs, dans des pays peut-être plus puissants politiquement au niveau de l'Eurogroupe, puisqu'on parle du Luxembourg, le Premier ministre du Luxembourg était président de l'Eurogroupe jusqu'à peu, donc effectivement c'est un pays qui pèse plus politiquement que sans doute Chypre. Dire on pourrait le faire ailleurs, est-ce que c'est une raison suffisante pour rejeter ce plan et dire c'est un mauvais plan? Ah non, mais ça c'est une autre question. Alors dans ce plan, moi je n'arrive pas à le qualifier en bloc. Il faut faire le détail tout de même. Parce que dans cette affaire, il y a encore aussi les mesures d'accompagnement d'ajustement structurel. Il y a l'austérité, aussi pire qu'ailleurs, qui produira à Chypre les mêmes effets qu'en Grèce, qu'au Portugal, en Espagne, etc. Pire encore même, puisque précisément, on se propose d'opérer une manœuvre de déplacement de la position de l'économie dans la division du travail. C'est-à-dire, on va faire un ripage d'une spécialisation orientée vers la banque, vers quelque chose d'autre, on ne sait pas trop quoi encore, et qu'il va y avoir une transition sacrément douloureuse à négocier en plus de tout le reste. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'il faudrait aider Chypre pour réaliser ce ripage. Bon, et puis alors après, sinon, moi, il y a des choses qui me plaisent bien, je veux dire, dégommer les actionnaires, dégommer les créanciers, comme disait Olivier, c'est une excellente chose. Bon, la mise à contribution des déposants, là, il faut discuter. Il y a en dessous des 100 000, au-dessus, etc. Alors, là aussi, sur cette espèce de combinaison indémêlable des principes et de l'hypocrisie opportuniste, il faut bien voir qu'il y a quand même une différence entre une faillite bancaire et la faillite d'une entreprise quelconque. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, à l'époque, je m'étais insurgé que le traitement des aides d'État au Crédit Lyonnais, en 1998, soit géré par le commissaire à la concurrence, ce qui est un non-sens absolu. Bon. Il y a des différences, et la différence, c'est que les banques n'ont pas le bon goût de tomber toutes seules quand elles font faillite, elles ont la mauvaise propriété d'en emmener plein d'autres. C'est-à-dire, si un industriel de taille moyenne ou même gros tombe, c'est sûr, il fait tomber des sous-traitants autour, puis au bout d'un moment, l'onde de choc s'arrête. Alors que dans le cas du système financier, l'onde de choc est divergente. Donc c'est ça la grande différence. Toute la question, effectivement, c'était de passer du bail-out à ce qu'on appelle le bail-in. Vous pouvez expliquer? Bail sauvé, out par des gens qui sont à l'extérieur. Le bail-out, c'est les contribuables qui s'y collent, ce qui est un scandale. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors à la place, on dit on va faire le bail-in, c'est-à-dire on va vaporiser les actionnaires et surtout on va impliquer les créanciers. Très bonne idée en principe. Pourquoi ne l'avait-on pas fait jusqu'à présent? Premièrement, parce que dans les sauvetages bancaires précédents, les grandes banques des États les plus puissants de l'Union européenne étaient sacrément mouillées. Et que l'Allemagne n'avait absolument pas envie de voir la Deutsche Bank, la Commerzbank, etc. emportée dans un bail-in qui serait mal contrôlé. Et le fait est que l'hypocrisie était assez bien fondée en l'occurrence. Car un bail-in meurtrier sur les créanciers, ça n'est pas autre chose que l'activation même du risque systémique. Donc, effectivement, on y regarde à deux fois. La question, la conclusion qui s'ensuit est qu'il faut faire un pas de côté par rapport à ces problèmes. Et qu'il faut bien voir, alors évidemment, à court terme, ça on peut pas, hein, on patauge dans la mouscaille, mais ça, le bac à mouscaille, il est rempli depuis 3 décennies, vous comprenez, donc on n'a pas le choix. Mais juste après, il faut songer à tirer les conclusions tout à fait générales de ce qui nous est arrivé. Et la conclusion tout à fait générale, c'est qu'il est impensable de laisser demeurer le système financier dans son état actuel. Ce que nous faisons hardiment à base d'ersatz de lois de régulation ou de séparation bancaire, etc., etc. Il y a pourtant un principe qui n'est pas très compliqué sur une banque. C'est un machin qui est censé recueillir des dépôts, d'une part, et prêter à l'économie, d'autre part, dans un pays donné. Point final. C'est censé être ça, une banque, et on peut tout à fait discuter sur l'aspect de socialisation, parce que vraiment que ce machin-là soit une structure privée à but lucratif pose un certain nombre de difficultés, comme on va le voir prochainement. Bon, on a décidé de faire des modèles de banque universelle qui, se mettent à aller très fortement sur les marchés financiers, ce que n'ont pas fait les banques chypriotes, et c'est sans doute aussi pour ça qu'ils ont pu le faire. Il n'y a pratiquement pas
de spéculation sur les marchés financiers. Les banques, celles-là, ont vraiment une hypertrophie de leurs prêts, mais elles ne jouent pas sur les marchés, donc elles ne mettent pas en danger forcément immédiatement d'autres banques. Et deuxièmement, il y a une internationalisation gigantesque. Au nom de quoi Chypre se met à prêter à la Grèce. Enfin, d'un coup, on se dit, les Grèces, qu'elles sont assez grandes pour se prêter eux-mêmes à leur économie. Enfin, bon, quand vous faites ça, vous enflez les risques, vous enflez le danger. Ce qui se passe dans ce plan, qui est, je rappelle, pour moi limite un non-plan. On a dit juste, les banques font faillite, bah ouais. C'est ça le plan, hein. C'est là qui fait faillite, bah ouais. C'est un non-plan, mais c'est une première. Oui, bien sûr que c'est une première. En tout cas, c'est une première depuis les années 30. Mais pourquoi c'est une première aussi, Daniel? Je trouve qu'on ne prend pas le raisonnement du bon côté. C'est qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de pognon qui est disponible. Et deuxièmement, il n'y a aucune volonté de transférer le pognon entre les frontières. Pourquoi ça s'est fait aussi depuis 2008? Pour une raison, c'est que, certes, c'est vrai que le contribuable, entre guillemets, a été mis à contribution. Mais en vrai, il n'a pas été mis à contribution, le contribuable. Non, on a fait de la dette. Okay, on a fait de la dette. C'est de la dette. Donc personne n'a payé. Moi, j'ai rien payé pour le moment. Hein. Pour les banques, tout ça, c'est de la dette qui a gonflé. C'est 600 milliards de dettes en France. La dette qui maintenant est à 1800 milliards, et j'ai l'impression qu'on se dit que ça ne va rien coûter à personne, jamais, que cet argent-là va rester, qu'on a dépensé le même argent deux fois, et que, ma foi, il se trouvera toujours des solutions, un deus ex machina pour nous sauver. Il a fallu attendre le XXIe siècle pour se dire que quand on fait des conneries dans un pays, c'est notre pays qui va payer en fait. C'est nouveau ça quand même, ça vient de sortir. Et on l'a fait depuis 2008 plusieurs fois. Alors on en arrive au Chypre, on lui a dit, en bonne partie vous vous débrouillez toute seule. Je rappelle quand même que sur les 17 milliards d'aides, il y en a quand même 10 qui viennent de l'Europe et qu'on ne reverra pas. Donc aller crier aussi à haut sur l'Europe, il y a quand même un effort qui est fait à ce niveau-là. Alors on est aussi responsable. Fallait pas laisser gonfler le secteur financier de cette façon-là. Mais quel est l'imbécile qui a laissé rentrer Chypre dans la zone euro ? Je pense que c'est le même qui décide que la Lettonie va rentrer le 1er janvier 2014 dans la zone euro, qu'on se nomme déjà la future Chypre, qui a aussi un très gros secteur bancaire. Parce qu'entre-temps, il y aura la Slovénie, il paraît. Ça sera la prochaine émission sur la Slovénie qui apparemment... la prochaine crise sur la Slovénie, apparemment, mais ils rentreront quand même. Ouais. Donc, après, il y a une forme d'irresponsabilité qui est aussi fascinante, où on se dit, on fait des conneries, et on ne paye jamais la facture. Après, on peut discuter, la facture, elle est mal mise, est-ce qu'elle va au bon endroit, est-ce qu'elle fait mal? Mais ça fait mal, ça, c'est sûr que faire de la dette, un jour ou l'autre, ça fait mal. Alors, c'est vrai qu'il faut voir à qui ça fait mal. C'est vrai que d'un côté, on peut dire, après tout, les gros déposants, ils ont cherché, je le dis aussi, parce que le problème, c'est que c'est ambigu. Bien sûr qu'après tout, ils méritent, il fallait faire attention, il fallait essayer de se bouger, il fallait changer de banque, il fallait aller ailleurs. Mais d'un autre côté, pour tes divines, il y a des gens qui ont peut-être 150 000 euros, 200 000 euros à Chypre, qui ont mis de côté pour payer des études aux enfants, qui peut-être, je répète, ont vendu une maison il y a 3 mois, on leur dit tout ça est perdu. Les entreprises qui avaient 1 million d'euros de trésorerie, perdu 900 000 euros, donc l'entreprise va faire faillite. Bon, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement douloureux, mais la question, après, on fait quoi? Moi, Jean-Luc Mélenchon, je vais dire, on fait quoi alors? C'est-à-dire qu'on va prendre encore de l'argent dans le reste de l'Union européenne pour aller remplir Chypre, puis quand Chypre sera rempli, on va où? On va en Italie, mais en Italie, on ne peut pas. Mélenchon, il est là le problème. Toute prête, et c'est toujours la même. La BCE devrait pouvoir prêter directement aux États. Non, mais je veux dire, voilà. Ce qui a été intéressant, j'ai beaucoup aimé l'expression de Frédéric Lordon de confetti. C'est énorme quand même ce truc-là. C'est un problème de la taille d'un confetti. On a été quand même à 2 doigts de conflit avancé avec la Russie et avec la Turquie dans cette histoire-là. On se dit, quand ça va monter à l'Italie, ça va commencer à être rigolo. Parce que c'est plus 17, c'est 1000, 1500, 2000. Olivier, 2 choses. Tu n'as rien payé pour sauver les banques, si, tu t'en aperçois pas, mais tes impôts sont en partie détournés pour le service de la dette supplémentaire qui a été contractée. Alors, je te dirais ça plus volontiers si nous étions en train de faire une émission en Irlande ou en Espagne que si nous la faisions en France. Puisqu'en France, il est vrai que stricto sensu, et j'insiste 3 fois sur cette clause, le sauvetage des banques françaises n'aura rien coûté à l'État et lui aura même rapporté un petit quelque chose. Si on ne met pas Dexia, mais oui. Voilà, exactement, tu as raison, il y a Dexia. Il y a 12 milliards d'euros. On avait 5 banques systémiques, une a fait faillite, le Crédit Agricole vient de faire 6 milliards de pertes, il est suppléant, les 3 autres ne survivent qu'avec 120 milliards de la BCE. À part ça, super le modèle. Ah oui, et puis on n'a pas le droit de savoir combien la BCE a prêté à chacune, parce que rendez-vous compte, si on le savait, tout s'écroulerait. Système vachement solide, hein. Ça fait envie, là, ça fait vraiment rêver. Et surtout, ne changeons rien, hein, ça marche très bien. Alors l'autre chose qui est sur les responsabilités nationales et l'effet d'aléa moral, je vais le dire comme ça, qui tiendrait à la possibilité de faire venir des secours situés hors du pays, il faut bien voir que ça n'est pas autre chose que la contrepartie de la libéralisation financière internationale, en tout cas à l'intérieur de l'Europe. Car il y a beaucoup de banques non chypriotes ou non espagnoles ou non irlandaises qui se sont gavées, hein, je veux dire, par l'entremise de leur relation d'affaires avec ces banques-là. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, les Pays-Bas ont eu à nationaliser une banque qui s'appelle SNS Real
pour des pertes qui ont été prises sur les golfs espagnols, des investissements hasardeux en Grèce, etc., etc. Donc, on pourrait invoquer un premier argument qui serait une espèce d'argument de principe, j'ose pas dire moral, voulant que si on fait une union, on en partage et des avantages et des suggestions. Et le deuxième, qui serait peut-être un peu plus robuste, qui consisterait à dire que l'internationalisation de la responsabilité du secours est le corrélat ou la contrepartie légitime de l'internationalisation des bénéfices intermédiaires que toutes les banques de tous les pays étaient prêtes à engranger pendant la période où ça allait bien. J'aimerais souligner un point important dans le plan dont personne n'a parlé. Dans le plan, il apparaît très clairement qu'on va rincer les actionnaires de l'AIKI, puis qu'on va rincer les prêteurs obligataires de l'AIKI, il n'y en a pas beaucoup, et puis qu'on va impacter les pertes sur les gros déposants. Personne ne parle des dettes qu'a l'AIKI envers les autres banques, qui sont gigantesques. Le secteur, les dettes entre banques ne sont a priori pas concernés par ce plan-là. Donc, on va forcément tenter de rembourser, de ce qu'on lit aujourd'hui dans le plan, on verra dans le détail, les créanciers bancaires de l'AIKI. Alors, c'est vrai que si on ne le fait pas, ça va poser des problèmes majeurs au système bancaire, mais personne ne parle de ce truc-là. On parle des 70 milliards de dépôts à Chypre, c'est vrai, il y a une cinquantaine de milliards de créances entre banques, qui sont aussi des sommes qui auraient pu être mises à contribution. C'est exactement ça la problématique du risque systémique. En cas de résolution bancaire, c'est un stress test en vraie grandeur. Pas en modèle informatique, en vraie grandeur. Et là, on ne sait pas trop où on va, quoi. Donc on va voir si ça tient ou si ça craque. Ce qui est intéressant, aujourd'hui, on ne sait pas avec les textes de l'accord s'ils sont concernés. C'est un accord à 17 milliards, il y a 5 lignes. C'est 3 pages. Non, il y a 5, comme l'index qui parle vraiment du détail. Il y a le typo de page et les mesures. Si je me souviens, les prêts interbancaires que les banques se sont faites, on ne sait pas, qu'elles ont faites donc à Chypre, on ne sait pas si elles sont concernées par ce plan. Je pense qu'elles ne seront pas. Elles ne seront probablement pas. Sinon, on aurait parlé dès le début et ça ne ferait pas les sommes qui ont été avancées. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est je pense aussi qu'on est en train de mettre en lumière un des mensonges fondamentaux de la monnaie unique, qui est que pour que ça tienne un minimum, il faut une vraie volonté commune, une volonté de coopération, une volonté de transfert, une volonté de solidarité, qu'en réalité, il n'y a pas plus de solidarité que ce qu'il y a de beurre en branche là-dedans. Et que, évidemment, personne n'a envie de prêter de l'argent à Chypre, parce que personne n'a envie de prêter de l'argent à l'Italie, et personne n'a envie de prêter de l'argent à l'Espagne. Et quelque part, on peut se demander, est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est pas sain? Et forcer ces machins-là, forcer cette solidarité que les peuples, a priori, n'ont pas spécialement envie de faire, est-ce que c'est positif pour aller construire une espèce de tour de Babel européenne, ou est-ce que c'est quelque chose qui va déclencher des conflits très forts entre les peuples? Et ça, c'est un danger fondamental de l'euro. Oui, d'ailleurs, en parlant de conflit des peuples, il y a une question qui se pose et qu'on peut se poser, c'est-à-dire que nous, pour notre pomme, là, pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Et c'est d'ailleurs la question que posait... que posait le président de l'Eurogroupe, c'est bien ça? Non, c'était parce que je mais donc là, on va parler des paniques bancaires et du risque de panique bancaire. Mais juste avant d'en venir au fond, je voudrais qu'on refasse une parenthèse psychologisante avec Sébastien Boller. La panique bancaire, ça marche comment sur notre cerveau? Alors, vous me laissez en panique totale? D'accord, je note. Déjà, là, j'ai l'impression qu'il y a de sacrées raisons de paniquer. Moi, quand j'ai commencé à entendre parler de panique bancaire dans les grands titres de la presse, je me suis demandé quelles étaient les raisons qui pouvaient vraiment conduire chez nous à une panique bancaire. Donc, bêtement, j'ai tapé sur mon moteur de recherche, Chypre, banque, panique, crise. Et bon, j'ai vu toute une série de résultats, et vu qu'on en parlait effectivement à la télévision, je suis tombé sur ce reportage de France 24 qui me semblait assez synthétique. On va le regarder. Du rouge vif lundi matin sur l'ensemble des bourses européennes. Chypre ne représente que 2% du PIB de la zone euro, mais rend tous ses voisins très nerveux. Dans les salles de marché, on craint que le plan de sauvetage ne déclenche des vagues de retrait massifs ailleurs en Europe. Il y a un risque que dans d'autres pays, les gens décident en prenant leur petit déjeuner d'aller retirer tout le liquide qu'ils possèdent. Si l'argent est retiré en grande quantité, c'est le retour de la crise bancaire. En Italie et en Espagne, certaines banques s'inquiétaient déjà le week-end dernier de voir de grandes quantités d'argent sortir des distributeurs. Le plan, imposé par la Troïka, envoie un message terrible aux épargnants européens et provoque beaucoup d'incertitudes. Voilà, en voyant ça, j'ai eu l'impression de comprendre à peu près que c'était l'inquiétude des marchés, les petits déposants qui allaient chercher leurs billets aux distributeurs, et puis la pression que fait peser ce programme sur les entreprises, sur leurs comptes, qui étaient peut-être des ingrédients qui pouvaient provoquer la panique bancaire. Et puis, je me suis demandé si c'était vraiment ça. Est-ce que
pour nous qui regardons notre télévision, c'est pas aussi simplement la façon dont les médias en parlent qui peut être aussi une étincelle qui peut mettre le feu aux poudres. Je veux dire que de ce point de vue-là, la télé, c'est quelque chose d'un petit peu vicieux parce qu'on a dans ce genre de reportage des images qui succèdent à un rythme, on va changer de plan toutes les 4 ou 5 secondes. Cette succession d'images, elle a un effet sur notre système visuel, qui est de capter, en fait, de piloter le mouvement des yeux, ça a été très bien étudié, et en captant le mouvement des yeux, en fait, on capture l'attention du téléspectateur. L'attention est très fortement magnétisée par les images. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que derrière, il y a des mots. On a une voix off qui dit un certain nombre de choses. Et ces choses-là, on n'en prend pas forcément tout à fait conscience, emporté qu'on est par le flux d'images. Mais si on prend la peine de se demander ce qu'il y a vraiment dans le discours, et je vous engage à le faire si vous ne croyez pas, je l'ai fait, on voit qu'en 30 secondes, on a une succession des mots suivants. Nerveux, crainte, risque, crise, inquiet, message terrible, incertitude. Alors une fois qu'on le voit en noir sur blanc, moi je me dis, c'est pas possible. Comment notre cerveau humain réagit à tout ça? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne rate rien, le cerveau. Il enregistre tout. Même quand notre attention est détournée par des stimuli visuels, par exemple, ces informations-là, il les capte. Il les capte avec un système automatique de traitement des mots liés à la peur. Ce système de traitement des mots liés à la peur, on le voit ici, ce sont ces deux petits voyants lumineux qui s'appellent l'amygdale cérébrale. C'est un groupement de neurones dans le cerveau, un petit peu en retrait de l'écorce cérébrale au niveau de la tempe. Et il y a une expérience assez inédite qui a été menée à la Salpêtrière en 2006 par un groupe de neuroscientifiques, Lionel Nakache, qui est un spécialiste des phénomènes à la limite du conscient et de l'inconscient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 3 patients épileptiques, ils lui ont ouvert le crâne alors pour des opérations chirurgicales pour guérir l'épilepsie, et ils en ont profité pour leur demander de participer à une expérience. Et dans cette expérience, ils leur ont implanté une électrode, justement dans ce système de détection des mots de la peur, pour enregistrer la réaction de cette zone du cerveau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont diffusé des mots comme cela, mais à un niveau de décibels trop faible pour être perçu consciemment. C'est-à-dire que les gens disaient « moi j'entends rien ». Mais à chaque mot de ce type-là, on voyait s'allumer ce centre cérébral. C'est-à-dire qu'il y avait une accumulation de petites stimulations anxiogènes, complètement subliminales, dont on ne se rendait absolument pas compte. Mais ce qu'on sait, c'est que cette zone du cerveau, ensuite, elle va provoquer la libération de certaines substances dans le corps et dans le cerveau, comme le cortisol, qui est une hormone du stress. Donc ça fait monter comme ça le niveau d'anxiété. Et ce qu'on sait en psychiatrie, c'est que les attaques de panique, ce qu'on appelle les attaques de panique, c'est ce qui se passe quand un seuil d'anxiété est franchi. Donc, avec ces petites stimulations au quotidien dont on n'a pas forcément conscience, on rehausse le niveau d'anxiété jusqu'à peut-être un jour arriver à une explosion qui va être certainement provoquée par des phénomènes objectifs économiques, mais plus le cerveau aura été préparé par ce type de message, plus on y sera sensible. Donc la panique, mode d'emploi, peut-être. Et d'où j'en déduis que même quand Frédéric Lordon nous dit au début de l'émission qu'il n'écoute pas Pujadas, en fait il l'entend quand même. Son cerveau et les deux petites électrodes de son cerveau l'entendent quand même. Quand la télé est éteinte, non, c'est difficile quand même. Ça m'embête, cette situation-là. Ça va pas, parce que je voudrais pas être désobligeant avec Sébastien Boller, mais je dois vous avouer que toute une partie de mon programme de recherche est consacré à résister à cet envahissement des sciences sociales par les neurosciences et à leur biologisation, etc. Je pense qu'il y a des vrais problèmes épistémologiques extrêmement profonds. Je veux dire, on peut très bien étudier ce qui se passe dans les cerveaux, faire de la psychologie cognitive, etc. Ça a un intérêt en soi qui est indiscutable, mais je pense que ça ne donne pas la moindre intelligence des phénomènes sociaux en tant que tels. Et là, moi, je reste indécrotablement durkheimien. Il y a un ordre des faits sociaux, il y a un ordre propre de la sociologie, et ce qui compte pour comprendre si les gens vont se ruer ou non au distributeur à billets ou au guichet, c'est pas tant si leur amygdale clignote ou si du cortisol est sécrété. Ça se passe, c'est indéniable. Mais ma thèse, ça serait plutôt que la psychologie exprime la sociologie. Il y a une traduction dans les esprits des forces sociales et des contraintes institutionnelles telles qu'elles sont vécues par les agents. Bien sûr, le monde social fonctionne aux affects, aux passions, et donc si on descend d'un cran à la libération d'endorphines ou de tout ce que vous voulez. Mais c'est pas en regardant clignoter les cerveaux qu'on comprendra pourquoi les gens se sont rués, pourquoi un risque systémique a été activé. C'est en regardant des ensembles institutionnels, en regardant l'opération de force sociale, et là moi j'étais prêt à vous suivre quand vous disiez les médias. Alors oui, les médias, ça, voilà une forme institutionnelle bien faite pour cristalliser en affects communs des affects individuels qui sont éprouvés isolément, chacun par devers soi, et pour provoquer des ruées, ça c'est sûr. Oui, mais il y a bien une explication mécaniste de la manière dont ça marche dans notre cerveau.
Je veux dire, pour les médias, c'est un émetteur, mais pour qu'il y ait émetteur, il faut qu'il y ait récepteur. C'est épiphénoménal, au sens littéral du terme. Hein. Épiphénoménal ne veut pas dire secondaire. Épiphénoménal veut dire que c'est la manifestation en surface de quelque chose de plus profond. Alors, plus profond, en fait, c'est pas qu'il faut descendre encore plus profond dans le cerveau. Là, en l'espèce, le plus profond est au-dessus et vient du dessus, des forces sociales, des institutions, etc., etc. Mais bon, moi, je ne suis pas dogmatique. Je regrette un peu de voir que vous avez tendance à l'être. Je ne prétends pas réduire les sciences sociales aux neurosciences. Mais je suis très surpris de voir qu'aujourd'hui, il existe encore des personnes qui veulent réduire l'humain aux sciences sociales. Je pense que c'est un anachronisme. Vous allez être dépassé par ce qui se passe actuellement dans le domaine des sciences sociales et des neurosciences sociales qui accumulent des résultats qui sont indéniables. Quand on parle des phénomènes d'empathie, de partage émotionnel, de phénomènes de masse dans les foules, aujourd'hui, on étudie le fonctionnement des neurones miroirs qui sont le chaînon entre les affects des uns et des autres, et nier le fait que dans les fonctionnements de groupe, il y a des individus, ça me semble aussi bête que de nier le fait que dans l'individu, il y a l'impact du groupe. Mais je ne me situe pas du tout dans une dichotomie de ce type-là. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on y tombe les uns et les autres. Je veux dire, dépassé, on va l'être, mais institutionnellement et financièrement. Les sciences sociales sont en train de rafler la mise, d'engranger tous les crédits possibles. Les sciences cognitives, pardon, vous voyez, c'est un fameux lapsus. Hein, c'est le wishful thinking dans toute sa splendeur. Je voudrais bien que les sciences sociales raflent les crédits. Les pauvres, elles sont condamnées à la misère. Mais encore une fois, je ne crois pas. J'espère pas qu'elles sont condamnées à la misère. Ça, je vous le dis. On en a besoin. On en a besoin. Oui, mais ça, je vous le dis, elles le sont. Elles le sont. La question, c'est de savoir quel ordre de faits les sciences cognitives éclairent avec pertinence. Et je ne crois pas qu'elles éclairent, qu'elles rendent intelligibles les faits sociaux. Encore une fois, je dis que ce qui se passe dans les cerveaux individuels, et il n'est pas question de nier qu'il y ait des individus et des cerveaux individuels, ce qui se passe dans les cerveaux individuels est expliqué, demande à être expliqué par autre chose. Donc en quelque sorte, si vous voulez, l'amygdale et le cortisol, c'est le bout de la chaîne explicative, lorsqu'on est presque à la fin. Mais il y a tout ce qui se passe en amont, et les amygdales ne fonctionnent pas toutes seules comme ça dans une espèce de vide social. Et pour commencer à comprendre... voilà. Voilà. Mais justement, le problème, c'est de, réduisant ça à des mécanismes cérébraux individuels, ou dans le meilleur des cas, interindividuels, puisque vous parliez des neurones miroirs... C'est pas une réduction. Si, je vois en particulier comment ça fonctionne en économie, où la neuroéconomie tient le haut du pavé. Je peux vous assurer que c'est pas forcément le ton que c'est dramatique. La neuroéconomie, c'est quoi? Non, mais c'est un débat dans le débat. On est bien d'accord. Mais c'est super, mais je ne connaissais pas. En même temps, c'est un débat passionnant. La neuroéconomie, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est l'application des sciences neurocognitives au comportement économique. Donc, pour comprendre les comportements économiques, on va ouvrir les cerveaux, où on va passer les agents à la tomographie à émission de positrons, on va leur mettre des électrodes, et on va voir des aires cérébrales s'allumer. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est ce champ-là qui, aujourd'hui, dans la recherche, récolte tous les crédits. Absolument. Oui, ça le vend. Absolument. C'est un peu exagéré, certainement, mais il y a aussi des choses qui sont vraies. Donc, pour une raison extrêmement simple, c'est que les neurosciences permettent de donner aux sciences sociales, réputées sciences molles, et qui gagneraient tout à revendiquer leur mollesse, à mon sens. Elles sont des sciences historiques, donc elles ne sont pas sciences au même titre que la physique, la chimie ou l'astronomie. Ça permet de leur donner une espèce de vernis épistémologie, un petit vernis qui fait toc-toc et qui fait scientifique. Et ça enchante les bureaucraties de la recherche. C'est vrai, il y a du vrai dans cet effet-là de mettre une caution matérielle précise à travers ces sciences dures. Mais quand vous disiez que l'amygdale est au bout de la chaîne, c'est là que je ne comprends pas très très bien. Pour moi, la chaîne, elle est vaste. Hein. Quand on prend par exemple les effets des médias sur les comportements agressifs, l'effet, je ne sais pas si vous connaissez George Gardner, peut-être. Non. George Gardner, c'est pas d'argument d'autorité. Non, pas du tout, parce que c'était une information. C'était un psychologue social qui a étudié déjà dans les années 1980 l'impact des médias anxiogène, de la violence à la télévision, dans les journaux télévisés, sur la croyance des gens dans le fait que le monde était un endroit dangereux. Il a appelé ça le syndrome du grand méchant monde. Et il a mis en parallèle la quantité de consommation de médias anxiogènes avec les croyances de Monsieur Dupont, c'était aux États-Unis, sur le fait qu'il s'il sortait de chez lui, il allait se faire agresser par n'importe qui au coin de la rue. Et il voyait qu'il y avait une surestimation d'un facteur 50
de ce risque-là, donc de la dangerosité de l'autre en société, qui était induite par ce qu'il voyait à sa télévision. Et donc c'était quand même un psychologue qui a ensuite utilisé des outils psychologiques qui sont tout à fait en phase avec les études qu'on a sur le cerveau, sur la façon dont les médias créent une croyance plutôt paranoïaque sur la dangerosité de notre monde. Donc à ce moment-là, on peut dire que l'amygdale, chez le téléspectateur individuel devant sa télé, est le début de la chaîne. Après, on va dire, ça s'insère ensuite dans un fonctionnement social. Et évidemment, la société, la façon dont elle façonne les médias, en amont. Et bien voilà. C'est exactement ça que j'appelle le bout de la chaîne. Car en amont, il faut se poser la question de savoir quelles sont les forces sociologiques, les contraintes institutionnelles, les intérêts financiers et politiques qui poussent les médias à produire de l'information sous cette forme-là, sous cette modalité-là, et pas sous une autre. Oui. Donc il y a une chaîne, donc on ne peut pas reprocher à Boller d'étudier un coin de la chaîne. Ah bah non, bien sûr. Alors, ce qu'on peut reprocher aux neurosciences, c'est car bon nombre d'entre elles et de neuroscientifiques ont tendance à croire qu'ils ont la chaîne entière à eux tout seuls. C'est bien ça le problème. C'est ce que pense Sébastien. Je pense peut-être qu'il pense ça. Non, moi pas du tout. Non. Mais je pense qu'on peut avoir cette impression quand on est un professionnel, par exemple, de l'économie, et quand on voit débouler les gourous de la neuroéconomie. Ça, je veux bien le croire. Après, ils ne sont pas tous comme ça, je crois. Enfin, il y a les grands neuroscientifiques qui ont une véritable pignon sur rue dans les grandes universités, c'est des gens qui se défendent quand même de vouloir tout expliquer. Alors après, on peut tomber sur des numéros voilà. Alors moi, je connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout la neuroéconomie. Alors là, vous m'apprenez. Ah non, mais c'est je suis curieuse de voir ça. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Il y a une révolution épistémologique qui est en cours actuellement dans le champ de la science économique. Il y a quand même Tversky et Kahneman qui ont le prix Nobel d'économie, je ne sais plus oui, mais alors là, si vous voulez, le prix Nobel d'économie a longtemps cessé d'être à mes yeux revêtu de quelques pouvoirs légitimateurs. Si vous saviez les bataillons de tocards et de fadas auxquels on a attribué le prix Nobel d'économie, et je ne veux pas dire que les travaux de Kahneman et de Tversky que je connais ne sont pas intéressants. Je veux pas dire ça. Je veux dire que, mais vous voyez là, la discussion va rapidement se perdre dans les sables. Il faudrait prendre les textes et les décortiquer. Vous connaissez Dan Ariely sûrement, qui est vraiment le grand neuroéconomiste qui répond à vos questions, à vos angoisses financières dans le Wall Street Journal, etc., etc. Et il faudrait prendre méticuleusement, analyse par analyse, presque paragraphe par paragraphe, et vous verriez l'ignorance du social en majesté. Et c'est terrible, c'est terrible. Mais on ferme là la parenthèse de la... Très, très important. Vous avez dit pourquoi est-ce que les médias, par exemple, choisissent de diffuser des informations anxiogènes. Vous dites c'est une construction qui est liée à la forme des institutions, à l'histoire des médias peut-être. Et il y a aussi quelque chose de très important qui tient en fait à des réflexes instinctifs qui sont liés, pardonnez-moi l'expression, à la façon dont le cerveau humain est constitué à sa base. Je vais reprendre l'exemple de l'amygdale, mais il est important. C'est-à-dire que, par exemple, la peur, c'est une émotion qui provoque 3 réactions, la fuite, le combat ou l'immobilisation. Et que devant sa télé, bien souvent, la seule réaction possible face à des informations anxiogènes, c'est de s'immobiliser. Ça, c'est des réflexes basiques. Et l'immobilisation est évidemment un outil très intéressant pour les annonceurs. Vous avez intérêt à immobiliser quelqu'un devant son écran. Et donc, on va dire les inclinations ancestrales, primitives, liées à notre constitution cérébrale, peuvent expliquer peut-être en partie pourquoi les médias se sont constitués de cette façon autour de la chose humaine. Je ne suis pas sûr qu'il y avait fait quelque chose comme ça, mais il est vrai que, par exemple, les applications des neurosciences sont très développées et qu'elles forment une espèce de science pratique efficace. Il y a du neuromarketing qui vous scanne le regard sur les étagères en haut en bas, en fonction des couleurs, etc., et qui détermine les référencements, les placements plus chers, moins chers, etc., etc. C'est exact. Ce truc-là est en train d'envahir toute la société et nous réserve des lendemains qui déchantent. Vous n'avez pas idée. Pourquoi mais parce que c'est la science du conditionnement et de la manipulation par excellence. Et c'est comme ça qu'elle est déjà utilisée. Dans les entreprises, dans le marketing, dans les salles de marché. Mais là-dessus, j'imagine que Sébastien sera d'accord et qu'il peut y avoir des effets, des applications perverses, pernicieuses et nocives de n'importe quelle science. Je rappelle la manchette du Monde au lendemain d'Hiroshima, grande première scientifique, une bombe atomique a été larguée sur le Japon.
Oui, oui. Non mais c'est la manchette du monde. Oui. Hein. Mais dans le domaine du neuromarketing, moi, ce qui me frappe pour avoir essayé d'en parler plusieurs fois, c'est qu'il n'y a pas encore eu de véritable retombée, par exemple, des neurosciences sur des prétendus outils de manipulation, par exemple dans le domaine de la fabrication des publicités. La manipulation du téléspectateur dans les publicités, ça a existé de façon très efficace, de façon purement empirique. Non, mais quand Frédéric Lordon dit tous ces phénomènes auxquels vous vous intéressez peuvent avoir pour application une science de la manipulation et du conditionnement, j'imagine que vous êtes bien d'accord là-dessus. Non ? Ah oui, potentiellement, plus la maîtrise du cerveau était mais elles l'ont déjà. pointue. Elles l'ont déjà. Rentrer dans un hypermarché, regarder comment sont organisés les étalages, regarder les produits qui sont sur le rendu. C'est pas les neurosciences qui ont accouché de ça. Bon, non. Non, il y a des choses qui ont été produites avant que les neurosciences n'arrivent, mais elles font un pas en avant assez grand, et surtout elles ont un effet de systématisation des pratiques qui est assez important. Mais je serais assez prêt à vous accorder qu'on ne juge pas une science uniquement d'après ses débouchés pratiques, ça c'est certain. Moi je vois bien comment la neuroéconomie est en train de refaçonner les pratiques économiques des entreprises, c'est extrêmement inquiétant. Kahneman et Tversky dont vous parliez, qui ont des travaux tout à fait intéressants sur ce qu'on appelle l'effet de framing. Par exemple, si on vous propose le même problème présenté sous une certaine forme ou sous une autre, là où un agent rationnel ne se laisserait pas en papaouter et ferait le même choix dans un cas et dans l'autre, l'agent ordinaire, lui, va avoir son jugement biaisé et distordu par la présentation de la chose. Bon, ça a des conséquences qui sont déjà en œuvre pour produire des schémas d'incitation sur les salariés à qui on dit, au lieu de si vous faites ça, vous gagnerez tant, si vous ne faites pas ça, vous perdrez tant, et ça fait des différences. À partir du moment où c'est comme ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux savoir que c'est comme ça et savoir comment ça marche ? Oui, mais... si on part du principe que c'est comme ça et que ça marche comme ça, c'est utile de savoir comment ça marche. C'est aussi, parce que c'est aussi le fait qu'on sache que c'est comme ça qui produit les pratiques dont je parle, qui ne seraient pas produites autrement. C'est déjà Alors effectivement, une fois que les pratiques ont été produites, on peut savoir... La réclame de Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis, elle a existé bien avant les neurosciences. Absolument. Absolument. Mais les neurosciences produisent un effet spécifique en cette matière, ajoutent à ce savoir. Effectivement, il y a une héritière de Freud a été impliquée dans les premiers usages de la psychanalyse en matière de publicité. Donc toutes les sciences sociales de l'homme sont susceptibles de s'y trouver mêlées. Mais encore une fois, on ne disqualifie pas une science uniquement par ses usages pratiques. Il y a une discussion qui est proprement épistémologique après, qui était celle que nous avions au début de notre débat, sur quelle place doit-on faire au social dans les sciences sociales. Est-ce que la biologisation des sciences sociales n'est pas un problème sous ce rapport relativement à leur forme propre d'intelligibilité ? Et je crois que ça l'est. Je crois que ça l'est dans des mésusages qui sont bien sûr des abus, mais qui sont tellement dans le fil de cette pente-là qu'ils sont presque irrésistibles. On revient à l'émission ? Oui. Sauf si vous avez un mot à dire sur ce sujet. Non, sur le match aucun avis sur les... comme à Roland-Garros, là. Non, sur l'amygdale est-il au bout de la chaîne ? Non, aucune compétence là-dessus. Alors, on revient à la panique, mais sur le fond maintenant. Sur le fond, oui. Alors, on peut faire une belle transition, parce que je voudrais vous soumettre à vos cerveaux et à vos amygdales, qui sont, je ne sais pas exactement où dans notre cerveau, un discours qui est pas du tout souterrain, qui est plutôt anxiogène. Je vous laisse découvrir ce discours-là. Le problème chypriote, il est loin d'être réglé. Dans 2 semaines, ça va recommencer. Exactement comme en Grèce, où on vous disait, ça y est, c'est fini, c'est la dernière fois. Sauf que tous les mois, tous les 2 mois, on y retournait. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Et je pense que, franchement, si aujourd'hui les gens n'ont pas compris qu'ils n'étaient absolument pas leur épargne, ni leur compte en banque n'était absolument pas en sécurité dans les pays qui sont surendettés. Alors, j'ai vu qu'on parlait de Luxembourg, etc. C'est pas le Luxembourg qui pose un problème. Oui, bien sûr. C'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Grèce, c'est le Portugal, c'est la France. Faut pas se faire d'illusions non plus. Qu'aujourd'hui, tous les pays qui sont largement surendettés, les gens devraient se poser des questions, non seulement sur leurs dépôts, mais sur leur épargne. Parce qu'à un moment ou à un autre, on sera tous chypriotes. Voilà, donc on vient d'entendre Olivier Delamarche qui est chroniqueur sur la station BFM Business. Donc là, on voit bien que c'est pas du tout un message subliminal, hein, c'est même plutôt un message qui fait peur. Épargnant, faites gaffe à votre épargne, vous allez tous y passer. Alors on va revenir à nous, à notre petite peur et angoisse très 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 perso.
Qu'est-ce que vous pensez du discours tenu par Delamarche? Parce que la question, c'est celle-là. Est-ce que le cas de Chypre est un cas à part, qui n'est pas appelé à se reproduire? Le président de l'Eurogroupe vous l'a dit très clairement. On va dire un pauvre homme qui vient d'arriver et qui dit la vérité. Il n'a rien compris. Vous voulez un petit sous-texte? Oui, alors qu'est-ce qu'il a dit le président de l'Eurogroupe, c'est vrai qu'il est tout frais et à quelques heures du nouvel accord trouvé, Monsieur Dijsselbloem, j'ai réussi à le dire, nous a dit que effectivement le cas de Chypre était un cas intéressant et qui pouvait devenir un modèle pour tous les autres pays qui avaient un problème avec leur secteur bancaire et qu'aujourd'hui on pourrait peut-être effectivement faire payer les actionnaires, les créanciers, voire les très gros déposants et que maintenant on pouvait s'intéresser, il l'a dit dans cette dépêche, au cas du Luxembourg, au cas de Malte et au cas de la Slovénie qui a elle aussi un problème sur son secteur bancaire. Il a tout de suite démenti dans un très court communiqué, mais tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est absolument pas une gaffe, absolument pas une bourde, c'est bien. Tout le monde est d'accord. Tout le monde. On n'est pas dans ces aliments, vous êtes d'accord. Il a redit 2 jours après que de toute façon il ne remettait pas en cause, parce que finalement qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le contribuable n'est pas là pour renflouer les banques. Il assume cette position-là, oui, qui n'est pas non plus complètement, je trouve, stupide. Alors même qu'il y a encore 2 mois, en tant que ministre des Finances hollandais, il mettait à contribution le contribuable pour renflouer SNS Real. Alors pourquoi ce virement? Alors, je ne sais pas, faudrait lui poser la question. Je sais pas, pour le coup, c'est pas dans son cerveau. Je pense que ses amygdales commencent à s'inquiéter de ce qui va arriver sur les taux d'intérêt de son pays et qu'on commence à se demander si on va trouver longtemps. Mais attendez, c'est normal qu'un ministre des Finances se demande aujourd'hui pendant combien de temps il va trouver des prêteurs pour lui prêter de l'argent pour, 1, déjà traiter ses propres déficits et 2, pour aller éventuellement combler les déficits des voisins sans espoir de revoir l'argent. On peut dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Le discours de Delamarche, moi je le trouve tout à fait juste. Enfin, faut souligner que c'est un discours qui est extrêmement minoritaire sur BFM Business ou dans les médias. Tout le monde vous dit, vous inquiétez pas. Alors, bon, c'est un peu arrivé en Irlande, en Islande, au Portugal, en Grèce, à Chypre, où la Slovénie va mal. Bon, ça n'arrivera pas ailleurs. Bon, évidemment que ça arrivera ailleurs. Donc, tout le monde est d'accord sur ce plateau pour dire Delamarche a raison et il faut avoir peur pour son épargne. Et aucun pays n'est à l'abri. Mais ça veut dire quoi, peur pour son épargne? Est-ce que j'ai pas c'est ce qu'il dit, je reprends ses tout mots. À fait. Non, mais le discours, j'ai peur pour mon épargne, sous-entendu, et voire pas sous-entendu du tout, dit clairement, on nous a volé nos dépôts. Bon, le plan purement chypriote, c'est 7 milliards, vous avez dit. Combien l'État chypriote a-t-il fait de dette publique depuis 2002, en 10 ans? 7 milliards. L'État fait 7 milliards, et chypriote et les Russes, ils ont quand même réussi à faire passer des pertes sur des étrangers, pour le meilleur et pour le pire, ça faut faire attention aussi à ce que ça donne à long terme, ils viennent de rembourser, ipso facto, 10 années de dette publique. Et la dette publique, au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas les Martiens qui vont la payer à notre place. Donc après, la question c'est quel impact il y aura? Et des impacts, il peut y en avoir plusieurs. Vous pouvez l'avoir sur les contribuables. Autrement dit, dans ce cas-là, ça a été la première présentation du plan. C'est, attendez, non, vos dépôts sont tous garantis, je vais juste vous prendre une taxe de 10%. Bon, vous perdez 10%. Deuxième étape, vous pouvez dire non, attendez, c'est pas le contribuable, mais la banque est en faillite, donc vous perdez une partie de vos dépôts, vous allez perdre 10%, et donc en tant que client ou qu'épargnant, vous avez perdu 10%. Vous avez une autre solution qui sera d'essayer de faire de l'inflation, et puis dans ce cas, vous perdrez 10% de pouvoir d'achat par hyperinflation. Dans tous les cas, vous perdrez 10% de pouvoir d'achat. C'est un principe de la dette, on ne peut pas passer son temps à dépenser plus que ce qu'on gagne, pour de bonnes ou mauvaises raisons. Je ne dis pas qu'il faut forcément dépenser moins, pas du tout, mais en tout cas avoir cet écart-là et à s'imaginer que l'emprunteur ne rembourse jamais et que le prêteur garde une créance infinie en se disant oh, bien sûr on me le rendra. Donc, la réalité comptable reprend le dessus, c'est évidemment douloureux. Faire de la dette pendant 30 ou 40 ans, c'est sûr que ça finit pas dans le bonheur, la joie et la concorde entre les peuples. Et c'est quelque chose qu'il faut faire, sur lequel il faut faire très attention, c'est les aspects diplomatiques entre pays. Quand on voit avec la légèreté avec laquelle, par exemple, la BCE se met structure indépendante, à dire tiens, je coupe les fonds à Chypre lundi. Et je ne dis pas qu'elle a forcément tort, mais attendez, à un moment donné, ça veut dire que les Russes, tout d'un coup, sont en risque. Et Poutine et Medvedev ont bien fait comprendre que ça ne leur plaisait pas. Donc, je répète, je ne suis pas forcément contre l'idée, c'était peut-être déjà un pouvoir politique de prendre ce genre de décision. Quand on commence à dire Chypre, tiens, j'ai une bonne idée, je vais gager mes réserves de gaz dans les 30 prochaines années, et hop, je vous envoie ça. La Turquie dit, attendez, je vous rappelle qu'on a envahi quand même le tiers de l'île, vous ne touchez pas aux réserves de gaz. Enfin, il y a des problèmes diplomatiques, et moi qui me font peur, parce que j'ai l'impression qu'il y a des bisounours à tous les niveaux, qui s'imaginent que les dettes, on ne les paye pas, que tout le monde, il est beau, il est gentil, que les voisins de l'Union européenne vont payer nos dettes, et puis que les gens qui sont hors Union européenne, c'est pas grave, on peut les tondre allègrement
romance, il ne se passera rien. Non, il se passera des choses. Je veux dire, vous faites une restructuration comme ça en France, vous foutez en l'air tout le système de retraite par capitalisation américain. Ça ne va pas les faire rire. Et malheureusement, on risque de ne pas avoir beaucoup d'autres solutions. Donc il faut quand même du doigté, de la mesure, et le moins qu'on puisse dire, pour reprendre l'expression de Frédéric, c'est que, prenez un confetti, là, vous êtes à 2 doigts du conflit avec 2 grands pays, un gros problème, comment ça va se gérer? Bon, ben ça, c'est devant nous, même si on a des discours réguliers de calmez-vous, il n'y a pas de problème, parce que François Hollande va nous expliquer encore pour la 12e fois que la crise de l'euro est derrière nous, que l'Europe a bien fonctionné, regardez cette belle solidarité, Chypre, là, ils ont bien compris que ça fonctionnait bien, ils ont un avenir là qui est vraiment glorieux devant eux, et que bah voilà, vous accumulez des difficultés avec une légèreté que je trouve confondante. Frédéric Lordon, sur ce risque de contagion? Écoutez, très honnêtement, moi je suis pas cartomancien, donc je sais pas l'apprécier. Vraiment, j'ai du mal avec ça. Pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, c'est que on n'est pas au clair sur l'état de tension interbancaire et de risque systémique qui va avec. C'est pas moins d'informations. Il y a une chose également tout de même qu'il faudrait ajouter, c'est que, enfin plusieurs, il y a tout de même un dispositif de garantie des dépôts formel. C'est une directive à l'échelle de l'Union européenne et ce dispositif garantit formellement les dépôts en dessous de 100 000 euros. Alors la question, c'est de savoir combien il y a de personnes au-dessus qui se feraient éventuellement ratiboiser. Ben, ça, c'est pareil, on ne sait pas trop. Hein. Alors moi, j'ai trouvé, en cherchant un peu, des informations, mais extrêmement discordantes. Donc par exemple, j'ai un papier qui a été fait par JP Morgan et qui nous dit alors à l'œil nu que, en gros, en France, il y aurait 25% des dépôts qui seraient au-dessus de 100 000 euros. Oui. C'est quand même beaucoup. Bon. Il y a 500 milliards au-dessus. Voilà. Alors, HSBC produit une autre évaluation. Quels sont les dépôts assurés? Alors ça date de 2007, mais ça n'a pas bougé dans des proportions phénoménales, où l'on trouve que 6% des dépôts tombent seulement tombent dans la catégorie des non assurés. Les deux chiffres sont justes. Alors, explique-moi ça. C'est 6% des comptes pour 25% du total. En fait, c'est une étude de l'Union européenne en 2010, quand on a fait justement la garantie des dépôts à 100 000 euros. C'est donc 6% des comptes. Donc 6% des personnes ont plus de 100 000 euros. Mais elle représente, elle, 25% du total. C'est logique, puisque c'est des gros comptes. Donc il est normal que le montant fasse plus que c'est presque même étonnant qu'il y ait un ratio pas plus important que ça. Bon, visiblement, enfin moi, le papier d'HSBC que j'ai dit autre chose, que ça aurait été une explication intéressante. Mais il a l'air de dire que c'est en montant et non pas en nombre de comptes. Bon, c'est l'étude de mon blog aujourd'hui. Il y a quelque chose, il y a une inconnue là, particulièrement autour de ça. Bon, alors cette histoire de garantie des dépôts, c'est toujours, c'est un petit peu compliqué parce que il y a un fonds de garantie en France qui est abondé par les cotisations des banques privées. Bon, ce fonds de garantie est capable de faire face à la défaillance d'une banque, et pourvu qu'elle soit pas trop grosse encore. Hein. Je veux dire, le fonds de garantie ça tombe bien, il n'y a que des grosses banques. Oui, ça tombe bien. C'est ça. Le fonds de garantie des dépôts, il a 1,5 milliard d'euros de ressources. Le total des dépôts des résidents français dans les banques françaises, c'est 1800 milliards de dépôts. Donc, au revoir le fonds de garantie. Je veux dire, là, c'est tout à fait clair. Donc, on voit bien que si on veut faire jouer la garantie formelle de protéger les dépôts, même en dessous de 100 000 euros, il va falloir des mesures qui soient absolument exceptionnelles. Bon. Pas de l'ordre du fonds de garantie, de l'ordre de quelque chose d'autre. Quoi? Ça n'est pas l'État qui peut se présenter pour opérer un renflouement de cet ordre de grandeur. C'est donc, quelle est la dernière institution qui reste? C'est la Banque centrale. Seule une banque centrale, alors pour l'instant la seule qu'on a sous la main c'est la BCE, il faudra qu'elle le veuille. Hein. Seule la Banque centrale est capable de faire face à un événement de cet ordre de grandeur. Alors là pour le coup, hein, s'il y a une prévision que je peux faire, c'est bien celle-là. Si jamais le risque systémique était activé en France et qu'on se trouve dans cette situation d'avoir à engager les garanties de dépôt et que la BCE refuse ne serait-ce qu'une demi-heure, la France réarme la Banque centrale nationale, hors du système européen de banque centrale. Là, vous devenez cartomancien. Là. Ah oui, là je deviens cartomancien. C'est très clair, parce que tout simplement c'est une décision de vie ou de mort et que tous les agents ont une grosse préférence pour la vie, y compris les dirigeants nationaux. Donc là, c'est... Tu as une autre institution dont tu n'as pas parlé, tu l'as passé très vite, c'est les gros déposants. Tu as 500 milliards déjà que tu peux impacter sur les gros déposants. Ah mais je te parlais de la garantie, Alors, qu'est-ce que tu compenses? Oui, ton truc c'est, tu racles les gros déposants
ranques les actionnaires, tu ranques les trucs, bah, tu arrives déjà à 600 milliards. Les actionnaires, les gros déposants et les prêteurs obligataires, tu as déjà 600, 700 milliards, c'est bon. Et je comprends bien, dans le cas de la France, ça suffit à garantir les dépôts. Non, ça ne suffit pas à garantir les dépôts. Enfin, il n'y a pas une faillite qui fait non plus une perte sur 100% de tous les dépôts français, parce qu'ils sont forts nos banquiers, enfin les pertes de 1000 milliards, il faut... Ah non, je te parle d'un risque systémique. Hein. Oui. Donc, enfin, déjà 600, 700 milliards, ça fait déjà pas mal de pertes. Bah oui, tu vois... Ce qu'on appelle risque systémique, c'est quoi? C'est l'effondrement simultané de tout le système bancaire. D'accord. C'est juste pour que ça soit clair. Malgré tout, tu as des actifs solides en face qui sont les prêts à l'économie, plus un certain nombre d'obligations. Donc tu as déjà. Qui ne sont pas liquides. Ah, non, mais vous avez liquides, ils sont solides. Ouais. Les pertes, ça va être tes produits dérivés, ça va être. C'est là d'ailleurs essentiellement les pertes. Donc 400-500 milliards, c'est jouable en cas de gros pépins. Au total, les amygdales du client de banque, que j'imagine que vous êtes aussi, du déposant bancaire, sont rassurées après le dialogue de nos deux amis là? Non, mais ça paraît encore un peu loin, je pense. Non, mais ce qui va être très intéressant, Daniel, c'est la question des 3 à 6 prochains mois. C'est qu'est-ce qui se passe, pour continuer, sur les amygdales des citoyens européens qui ont plus de 50 000 euros de dépôt. Oui. Aujourd'hui, on a 1 million d'euros en Italie. On fait quoi, en fait? On garde 100 millions d'euros dans la banque ou on se dit, tiens, peut-être qu'en Allemagne, il peut être pas mal. On est une entreprise, on a 10 millions de liquidités, on fait quoi? Ça va être majeur, ça. Vous allez forcément ici entraîner maintenant des transferts dans la zone euro qui vont être sympathiques, donc qui vont mettre à genoux les banques du Sud, qui vont obliger la Banque centrale, sans doute, à réinjecter des liquidités. Là, vous déclenchez un problème, sans doute, très important. Alors aujourd'hui, il n'y a pas eu de panique, hein, je lisais tout à l'heure, il n'y a pas eu de panique à Chypre aujourd'hui. Tu m'étonnes, parce que déjà, comme une des caractéristiques d'un bank run, normalement, c'est que ça touche une ou deux banques. Quand c'est tout le système bancaire, vous êtes quand même un petit peu embêté déjà, vous ne pouvez pas mettre l'argent ailleurs. Deuxièmement, vous ne pouvez pas déplacer à Chypre aujourd'hui plus de 5 000 euros par mois, à étranger, et vous ne pouvez pas retirer plus de 300 euros par jour. Ça limite un peu la capacité à un bank run. Donc oui, ils sont allés au guichet chercher 300 euros. C'est la seule raison pour laquelle tout n'a pas volé en éclats. C'est un contrôle des capitaux drastique. Bien sûr. Qui est un truc jamais vu dans... On le savait déjà, ça, par exemple, c'est l'avenir. Tous ces derniers jours, on savait déjà qu'il y avait ce plafond de 300 euros par jour. Parce que tout le monde nous a fait un feuilleton avec à la réouverture, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une panique? Il y avait des plafonds aux machines à billets. C'était 100 euros. C'était 100 euros le plafond. Là, il a triplé ce matin, mais c'était 100 euros par jour. Pas beaucoup, pendant 15 jours sans banque. Mais la décision de porter le plafond à 300 euros a été prise quoi? Dans la nuit ou elle était déjà connue? Hier. Enfin, on a pris hier. Un décret qui doit durer 4 jours. Ce qu'il y a même de plus. Qui durera 4 ans. Exactement. Ça, c'est le point. Ça, je prends le pari. Même moi aussi. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça le point avec le contrôle des capitaux. On sait quand on y rentre, on ne sait pas ni quand ni comment on en sort. Et en général, ça dure plus longtemps que prévu. Je vous rappelle que l'Islande devait voir son contrôle des capitaux instauré en 2009, démantelé en 2013, et a annoncé qu'il durait au moins jusqu'en 2015. À ce propos, d'ailleurs, il faudrait poser une question préalable, parce qu'on est tellement intoxiqué par la vulgate économique qu'on en a fini par considérer que la parfaite liberté de mouvement des capitaux était en fait un état normal et désirable. Et c'est cet énoncé-là qu'il faudrait sacrément remettre en question. Qui est remis en question aujourd'hui avec ce décret. Non, mais à un moment donné, aller faire ça et pas le mettre ailleurs, le contrôle des capitaux, on va voir ce qui va se passer dans l'année. Ça va être intéressant. C'est pas la même chose. Là, ce qui est remis en question, c'est la liberté de mouvement des capitaux dans un moment d'urgence vitale, en quelque sorte. Je parle, moi, d'état normal et désirable en régime. Est-ce que, dans une économie qui marche ordinairement, sans risque systémique, sans panique bancaire, etc., est-ce que la parfaite liberté de mouvement des capitaux est l'état normal et désirable? Et ma réponse est que non. Bien sûr. Voilà. Alors que toutes les institutions internationales font pression sur les malheureux qui ont eu le mauvais goût, soit unilatéralement comme l'Islande, soit on les y a poussés comme Chypre, de se mettre un contrôle des capitaux pour les démanteler dans les plus brefs délais. Et il y a une sacrée question. Mais vous l'avez dit, là c'est pris pour 4 jours, ça va durer 4 ans, donc on peut considérer que ça va bien s'établir à Chypre, mais du coup, là, Chypre n'est-il pas encore un modèle pour les autres pays européens? Ça, c'est sûr qu'on y viendra, mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas maintenant. Vous voyez, là, il va se passer des choses dans les prochains mois qui vont être sympathiques, mais très sympathiques. Et on va voir ce qui va se passer au niveau des banques quand vous laissez une liberté de circulation. Il faudrait le faire tout de suite. Évidemment. Évidemment. Mais il faut vous allez voir partir toute votre masse de capitaux. Mais peut-être qu'on ne va pas avoir le choix, justement. Moi, indépendamment des considérations de court terme et de protection des secteurs bancaires, moi, je pense qu'il faut avoir une vue stratégique sur le contrôle des capitaux.
capitaux comme élément de refonte du cadre structurel dans lequel opèrent nos économies. Alors tout le monde n'y est pas prêt, évidemment. Un pays comme l'Angleterre, bon, qui n'est pas dans l'euro, mais enfin, ne voudra jamais d'un contrôle des capitaux parce que sa spécialisation est entièrement polarisée sur le service financier à la City. Mais je veux dire, c'est la liberté de mouvement des capitaux qui est toxique. Et il va sans dire que si on veut procéder à une refonte radicale comme du système bancaire et financier, comme l'exigeraient les événements présents et ceux qui se sont déroulés depuis 2007-2008. Si on veut procéder à cette refonte radicale, il est évident qu'il faut en ménager les conditions de possibilité qui ne sont pas autre chose que des protections. On ne crée pas un espace à régulation financière relative sans qu'il y ait des protections correspondantes, faute de quoi, évidemment, les capitaux procèdent à ce qu'on appelle pudiquement des arbitrages réglementaires. Donc c'est en ces termes qu'il faut se poser le problème. Alors, dans un monde où tout n'irait pas au pire, effectivement, les circonstances particulières de l'enchaînement chypriote, telles qu'elles ont amené la remise en cause du dogme de l'article 63, seraient méditées pour un usage de plus grande ampleur, qui verrait à plus long terme et plus stratégiquement, et qui fournirait la base d'une reconfiguration des structures bancaires et financières, non pas de l'Europe entière, mais au moins d'un certain nombre de pays qui se reconnaîtraient dans ces principes-là. Ça pourrait être un bon levier. C'est ce que je préconise. Rappelons que Keynes avait dit en 1944 qu'une des plus grandes avancées de Bretton Woods, c'était justement de permettre le retour enfin d'un contrôle des capitaux en cas de problème, qui avait été complètement démantelé avant la crise de 29. Oui. Et ce qui est fascinant, c'est de voir qu'on a fait exactement les mêmes bêtises qu'avant la crise de 29, il se passe exactement les mêmes problèmes qu'à 29, et on peut dire qu'il va se repasser les mêmes régulations qu'après 29, sauf qu'on aura mis beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est une illustration de l'espèce de religion néolibérale qui consiste à dire des capitaux qui rentrent dans le pays, c'est bien. Non, ça dépend. Des capitaux qui viennent s'investir dans le pays, oui, ok, c'est bien, après tout, il y a développé des entreprises, pourquoi pas. Mais des capitaux spéculatifs qui rentrent à 10 heures pour acheter des actions, pour les revendre à 11 heures, pour partir au Japon, pour revenir le soir. Mais il faut être malade pour accepter des capitaux qui déstabilisent ça. C'est-à-dire qu'ils vont mettre à genoux les pays. On va voir à quel point ces capitaux-là, qui ont maintenant des montants qui sont inimaginables, vont mettre à genoux les États qui n'ont plus les moyens de résister. C'est déjà fait. La liberté de mouvement des capitaux, qui est présentée comme le support structurel de la bonne allocation du capital, est exercée pour le pire à 95%. C'est la hot money, ce qu'on appelle la hot money, spéculative et déstabilisante. Bon, je veux dire, alors pour le coup, tout n'est pas acheté dans la science économique, dominante. Il y a un économiste, pas spécialement reluisant par ailleurs, qui s'appelle Robert Mundell, et qui a produit une espèce de représentation des problèmes que ça pose sous la forme de ce qu'on appelle un triangle d'incompatibilité. Mundell dit la chose suivante. On ne peut pas avoir simultanément les trois choses suivantes. Premièrement, la fixité d'échange, c'est notre cas en monnaie unique. Deuxièmement, la parfaite liberté de mouvement des capitaux. Troisièmement, l'autonomie de la politique économique, c'est-à-dire l'exercice dans l'ordre économique de la souveraineté politique. De ces trois choses-là, vous ne pouvez choisir que deux, et deux seulement. Choisissez celle à laquelle vous renoncez. À votre avis, quelle est celle à laquelle nous avons renoncé ? C'est évidemment le pôle de la souveraineté de politique économique que nous avons abandonné en rase campagne. Voilà. Et là, pour le coup, il y a quelque chose qui devrait frapper les esprits. Mais rappelons d'ailleurs que cette liberté de circulation des capitaux, elle figure dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est devenu un droit de l'homme de pouvoir bouger son argent. Mais enfin, c'est quand même... le droit de l'homme et du trader. En plus, maintenant, c'est gravé dans le marbre. Et c'est quelque part assez comique, je trouve, cet intégrisme qui a prévalu à l'organisation de ce que Maurice Allais appelait très justement l'organisation de Bruxelles, pour séparer d'une idée d'Union européenne. C'est pas la même chose. On a fait des choix politiques et économiques gravés dans le marbre dans les années 80. On a gravé dans le marbre toutes ces règles-là qui sont stupides, que la crise de 29 a montré à quel point elles étaient stupides, et comme la post-crise de 29 a montré que quand on faisait le contraire, ça marchait quand même relativement bien, on a tellement gravé ça dans le marbre qu'il est assez amusant de se dire que ça va sans doute faire casser brutalement le système, parce qu'il n'y a plus aucune souplesse. Alors on voit qu'à Chypre, dans l'urgence, on a remis un contrôle des capitaux. On voit très bien que le jour où on voudra faire ça sur un gros pays, vous allez foutre en l'air pas mal de liens interbancaires. Ok, très bien. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis dans cette... Non. Vous faites partie de l'équipe. On a appris beaucoup de choses, à la fois sur cet objet surprenant et étonnant qui est ce plan de sauvetage de Chypre, et sur la manière dont nos amygdales y réagissent et la place qu'elles y tiennent. À la semaine prochaine.